L'histoire commence avec une voiture accidentée, et quelqu'un se demande s'il faut sauver son patron ou non. Il pratique le RCP, mais il n'est pas sûr de vouloir qu'elle revienne à la vie. C'est parce qu'elle lui a fait travailler selon l'horaire 996. En gros, vous travaillez de 9h à 21h, 6 jours par semaine. Et c'est pourquoi, en la regardant mourir, il se demande si ce qui lui est arrivé n'est que l'accumulation du karma. Il commence à la soulever mais se demande si au moins l'aider maintenant pourrait lui valoir de bonnes vertus. Il se dirige vers ses douces lèvres quand soudain une lumière dorée descend des cieux et entre dans la femme. Le protagoniste se plaint que si elle meurt, il ne saura pas à qui réclamer ses droits du travail. En même temps, il dit qu'il n'aurait jamais imaginé que ses lèvres seraient si douces et sucrées. À ce moment, elle ouvre les yeux. Le protagoniste rougit alors qu'elle demande s'il cherche à mourir. Un message du système apparaît, indiquant qu'il a réussi à surprendre l'impératrice et qu'il a gagné la capacité d'apparence divine et un bouclier doré avec 31 utilisations. Le protagoniste ne sait pas d'où vient cette voix du système alors qu'une jambe s'approche de lui. On dirait qu'il allait recevoir un coup de pied, mais au lieu de cela, il est torturé d'une manière cruelle. Il règle ça avec le jujitsu et commence à fuir ce patron dangereux. Elle dit alors qu'il devra faire face à la punition divine, mais le protagoniste est confus et demande ce qui se passe. Il essaie de lui expliquer qu'elle vient de s'évanouir parce qu'elle s'est cogné la tête et lui demande ce qu'elle pense faire. Lynn trouve étrange qu'elle ne puisse pas utiliser sa véritable énergie. Étant écrasée d'une manière cruelle, notre garçon dit qu'elle ferait mieux d'aller à l'hôpital, surtout que l'ambulance n'arrivera pas rapidement. Il avait encore besoin de retourner au travail, mais ce serait bien si elle payait un supplément pour tout ce qu'il avait fait. Cependant, Lynn regarde sa main, confuse, ne sachant pas où elle est ni pourquoi il semble que toute son énergie ait disparu. Un certain temps passe, et nous sommes chez le protagoniste. Il arrivait d'une journée de travail fatigante et d'une autre au repos. Dès qu'il entre, il trouve son ami potelé dans son habitat naturel et demande s'il reste de la nourriture. Cependant, l'ami demande seulement s'il a été drainé par le patron maléfique. Mais, soudain, son ami semble surpris et laisse tomber la canne qu'il tient. Le protagoniste, confus, demande quel est le problème. Le patron était entré dans la maison et a demandé si cette cage était ce qu'il appelait un appartement. Le protagoniste veut savoir ce qu'elle fait là, tandis que l'ami potelé dit qu'il devrait prévenir avant d'amener une fille. Cependant, le patron est confus et dit que s'il ne fait pas attention, il subira la punition divine. L'ami est également confus quand soudain elle saisit la main de Louis et lui dit de venir. Voyant qu'elle est couverte de sang avec des vêtements déchirés, l'ami suppose qu'il s'adonne à un plaisir interdit. Dehors, notre garçon lui dit que bien qu'il soit son subordonné, elle ne peut pas continuer à empiéter sur son temps de repos. Cependant, Lynn dit que d'après ce qu'il a dit, il semble être son disciple. Elle explique qu'elle est une impératrice du monde souterrain qui a cultivé pendant plus de 3000 ans pour accéder au royaume des humains et des dieux, et c'est pourquoi elle veut savoir où ils sont et pourquoi elle ne peut pas utiliser son énergie innée. Louis est confus, se demandant si elle est folle. Cependant, il n'est pas normal non plus et mentionne que depuis l'émergence de la Terre, il a entendu parler de certains cultivateurs. Mais c'est extrêmement rare, et autant qu'il sache, ils ne sont que des gens normaux. Cependant, elle tend la main, semblant essayer de l'étrangler. Il la supplie de se calmer. L'un s'approche et dit qu'il ne semble pas émettre l'aura de l'alliance de la justice. Notre garçon s'éloigne à nouveau de cette femme folle. Mais derrière les arbres, 3 hommes suspects discutent pour savoir si elle est la bonne personne. L'un d'eux dit qu'ils doivent s'assurer que cela ressemble à un vol. Cependant, Lynn dit qu'elle a remarqué quelqu'un qui écoutait leur conversation et déclare qu'il mérite la punition divine. Les 3 membres productifs de la société ont émergé, disant qu'ils ne s'attendaient pas à être découverts si facilement. Dès que notre garçon voit de l'énergie dans l'une de leurs mains, il se demande pourquoi les cultivateurs veulent le faire tomber. Le gars dit que c'est dommage, mais le jeune homme a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir et se jette sur lui, lui disant d'aller en enfer. Cependant, c'est à ce moment que le bouclier doré qu'il avait reçu s'active. Les hommes sont jetés contre l'arbre et se demandent comment c'est possible. Le système apparaît à nouveau en disant que parce qu'il a causé des dommages, il recevra des packs de culture pour débutants. YI est confus par ces voix, et l'un dit qu'elle devra enseigner à ses disciples de ne jamais laisser un ennemi s'échapper vivant et qu'elle finira ses insectes. Elle lève sa jambe vers le haut, faisant disparaître l'homme, et dit que parfois la force physique suffit. Pendant ce temps, YI réalise qu'il a bel et bien reçu le petit système. De plus, il semble lié à cette étrange femme en face de lui qui n'est certainement pas Mademoiselle Lin. De retour à la maison, son ami décide de lui laisser l'appartement pour la nuit et d'aller dormir dans un cybercafé, mais il avertit YI de se faire discret pour éviter de se faire gronder. L'ami dit qu'il n'arrive pas à croire que YI ait ramené cette femme à la maison, et YI pense la même chose. Il lui dit alors d'entrer et de s'installer confortablement et s'excuse pour le désordre. Elle s'assoit en disant qu'elle ne se soucie pas des choses insignifiantes même si ses disciples ont tendance à être stricts. YI va au réfrigérateur et lui demande de quoi il s'agit d'être une impératrice qui a traversé les mondes. Si c'est vraiment une possession, alors qu'est-il arrivé au corps de Lamia?
Elle explique qu'elle était au milieu d'une tribulation pour évoluer quand elle s'est retrouvée prise dans une bataille avec l'Alliance de la Justice. Soudain, au milieu du combat, elle s'est retrouvée ici impuissante. YUI dit qu'elle mentionne constamment cette alliance et demande si, par hasard, ce sont des ennemis. L'impératrice répond que ces gars sont un tas d'hypocrites qui prétendent être justes mais qui sont absolument dégoûtants. Et puisqu'ils veulent la combattre, ils méritent d'être transformés en une rivière de sang. YUI, debout près du réfrigérateur, pense que cette femme ressemble plus à une terroriste. Il lui donne alors un verre d'eau à boire. Elle lui dit de jeter un coup d'œil à la façon dont ce monde fonctionne. Il explique que dans son monde, il y a des choses comme la magie et une technologie extrêmement avancée. Le patron regarde des Lolitas exécuter de la magie. Elle semble impressionnée par le pouvoir jusqu'à ce que YUI lui montre des vaisseaux spatiaux faisant exploser des planètes. Il l'avertit d'être prudente car il y a des gens dans ce monde qui pourraient la détruire elle et la planète entière d'un simple claquement de doigts. En regardant les images, elle demande si c'est vraiment possible. Il confirme, disant qu'elle doit comprendre que la cultivation personnelle n'aura aucune chance contre ses forces. C'est pourquoi elle ne devrait jamais nuire à personne, sinon les conséquences pourraient être très graves. Elle se lève soudainement et dit que l'énergie dans son monde semble très rare. Elle place sa main sur son front et dit que l'aptitude du garçon est l'une des meilleures qu'elle ait jamais rencontrées. YOY soupçonne que cela doit être quelque chose lié à ce système. Lin explique que s'il était dans son monde dans 300 ans, il atteindrait un royaume extrêmement élevé. Soudain, son téléphone sonne. Il répond en pensant que tout ce qu'il a toujours voulu, c'était être un employé ordinaire et gagner un peu d'argent. Il s'avère que c'est un de ses collègues qui dit que si les bugs ne sont pas corrigés ce soir, il n'a même pas besoin de se présenter au bureau demain. Frustré, Yu répond qu'il n'est pas une intelligence artificielle qui n'a pas besoin de repos. Même Lin fait remarquer que travailler si tard, c'est comme de l'esclavage. Elle raconte que dans son monde, un réparateur de pont a fait quelque chose de similaire, alors elle l'a découpé en morceaux. YUI est confus parce qu'elle l'a mentionné si naturellement. Elle dit ensuite que pour une chose aussi simple, elle a été qualifiée d'assassin, ce qui n'a aucun sens pour elle. Se retournant avec un sourire, elle dit que ce n'est pas grave parce que ces types ne peuvent pas la vaincre. Yu se dit qu'elle n'a pas l'air d'être une si mauvaise personne. Il dit qu'elle est au moins une guerrière dystopique, quelqu'un qui se bat pour ce qui est juste. Il lui demande ensuite si son téléphone fonctionne toujours, car c'est essentiel pour la vie quotidienne. Elle fouille dans sa poche et se demande si c'est vraiment si important puisqu'elle ne ressent rien de magique à ce sujet. Elle lui tend l'appareil en lui demandant si c'est ce qu'il veut dire. Le protagoniste dit que ce téléphone cher est vraiment bien parce qu'après l'accident de voiture, il est toujours intact. Yoon lui prend le poignet en disant qu'il va lui montrer comment l'utiliser. Il prend son empreinte digitale, touche l'écran et explique que c'est comme ça qu'on déverrouille un téléphone. Cependant, l'un devient rouge en le traitant de pervers qui doit être puni. Dans la scène suivante, une livraison arrive pour lui. Le boss demande pourquoi l'air sent si épicé. Il l'invite à manger de la viande avec lui, et elle regarde avec curiosité. Elle en met un morceau dans sa bouche, sursaute et dit que c'est beaucoup moins dangereux qu'elle ne l'imaginait. Elle commente que la viande ressemble au souffle d'un dragon. Elle demande si les gens mangent vraiment quelque chose comme ça, et il lui demande s'ils n'ont rien de similaire dans son monde. Elle explique qu'ils utilisent des épices là-bas, mais rien d'aussi épicé que ça. Il sourit et dit que c'est incroyable à quel point les civilisations peuvent être différentes. Il prend ce qui semble être un coca et dit que même si ça ressemble à du poison, ça aidera avec la saveur, et c'est plutôt bon. Il prend une gorgée pour montrer que ce n'est pas du poison, et elle boit après lui. Cependant, elle ne semble pas aimer, se penchant en arrière et disant que ça lui a donné une sensation étrange dans la bouche et des picotements dans l'estomac. Il l'avertit de faire attention parce que si elle boit tout d'un coup, elle va roter. Apparemment, elle a roté. Elle dit que ça a un goût amer et sucré en même temps, ce qui est très bon. Elle imagine ses disciples l'avertissant du poison, mais elle répond qu'il ne devrait pas avoir peur parce que ce poison ne fera que tremper son corps. Par tremper, elle ne veut pas dire devenir plus forte, et les disciples sont tous heureux. Il demande si c'est vraiment si bon. Elle explique qu'elle se souvenait juste de quelques bonnes histoires de la secte. Alors qu'il s'apprête à ranger la nourriture, elle lui attrape le bras en disant qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter parce qu'elle va développer une tolérance. YUI l'avertit de faire attention parce que les toxines peuvent s'accumuler. Excitée, elle dit qu'une impératrice ne peut pas avoir peur de quelque chose d'aussi simple. Elle prend une autre bouchée, quand dans la scène suivante, elle prétend que ce n'est pas si épicé que ça après tout. Un peu plus tard, à sa manière particulière, elle demande quelle est sa boisson préférée. Pendant ce temps, il lui dit d'arrêter d'être têtu. Son téléphone sonne à nouveau, et il répond. Évidemment, c'est une autre réprimande de son patron, lui demandant pourquoi il n'a pas encore corrigé les bugs. Le patron l'avertit que si ce n'est pas fait avant demain matin, il pourrait aussi bien ne jamais revenir. Mais Yuvi est confiant puisque ce type répond à Mademoiselle Lin. Il regarde par-dessus et la voit. Même si l'âme n'est pas la même, le corps l'est. La scène passe au jour suivant. Yov explique comment tout fonctionne dans un monde. Elle répond qu'elle comprend déjà que l'ascenseur est une sorte d'escalier qui se déplace tout seul. Le protagoniste la félicite et lui rappelle que tout le monde l'appellera Boss Lin.
Elle l'assure qu'elle comprend et lui dit de ne pas s'inquiéter. Cependant, alors que les portes de l'ascenseur s'ouvrent, un type blond entrant se plaignant que Xiao Kiki est si cruel. Il s'approche d'elle et dit qu'il a entendu parler de l'accident mais qu'il est heureux de la voir aller si bien. Il lui offre le petit déjeuner spécial qu'il a préparé juste pour elle. À ce moment-là, elle se tourne vers YI et demande qui est cette personne. Il explique que c'est un type nommé qui lui a montré son ancien prétendant. C'est le fils du propriétaire de l'immeuble, et tout le monde pense qu'il est idiot. Le type blond se tourne vers YI et lui dit que la prochaine fois, il ferait mieux de la laisser seule dans l'ascenseur car quelqu'un d'aussi malodorant que lui ne devrait pas être près d'elle. Mais il est complètement ignoré alors que YI suggère qu'il se dépêche d'aller au bureau. Un type grassouillet arrive en courant en disant que c'est bien que le boss soit enfin arrivé. Il lui conseille de virer YI parce qu'hier, il n'a pas terminé le travail et ne l'a fait que critiquer. YI se penche à l'oreille de l'un et lui dit que c'est ce type qui n'a cessé de l'appeler au milieu de la nuit. L'un se tourne vers l'homme et dit que, pour autant qu'elle sache, celui qui ruine sa réputation, c'est lui. L'homme, embarrassé, dit qu'il ne ferait jamais une telle chose et insiste sur le fait que YI a dû lui mentir. Elle dit alors qu'elle a passé toute la nuit avec YI, donc elle sait très bien qui ment. Le type blond est complètement confus par cette situation. Le protagoniste se rend compte qu'elle vient de jeter de l'essence sur le feu, mais le système détecte qu'il a choqué des personnes à proximité et lui accorde quelques compétences en arts martiaux. La scène passe au bureau du président. YI lui dit de ne pas s'inquiéter car traverser ce lodge ne sera pas difficile pour lui. Dès qu'il y accédera, il saura exactement où elle habite, et elle pourra rentrer chez elle. Cependant, l'impératrice demande pourquoi il est d'autant. Pour autant qu'elle sache, l'ancien propriétaire du corps n'était pas très gentil avec lui. YI répond qu'il est un bon jeune homme qui aime aider les autres. Mais en réalité, il sait que s'il commande l'impératrice, il sera fondamentalement un empereur. De plus, ce sera génial de voir ce type grassouillet obtenir ce qu'il mérite. Et enfin, il ne peut pas l'abandonner à mourir après ce qui s'est passé hier. Elle se souvient d'avoir été attaquée et demande ce que c'est que cette histoire de mourir. Mais lui l'ignore complètement et dit que la nourriture que le type blond a apportée est vraiment bonne. Il apporte le plat et lui demande si elle en veut plus. Cependant, elle se souvient du plat épicé d'hier et dit que le plat rouge doit être trop piquant. Elle se tourne sur le côté, refusant d'en manger. Plus tard, il quitte la pièce et le gros tient 3 seaux, demandant s'il n'a pas été assez puni. Mais elle répond qu'il devrait déjà être heureux d'être en vie. S'il se plaint encore une fois, il gagnera 10 heures de plus. Sinon s'approche ensuite et demande pourquoi YI était dans son bureau. Il l'avertit de faire attention parce que ce type est pauvre, grossier et puant. L'impératrice le regarde fixement. Sinon s'excuse, se demandant pourquoi elle lui lance ce regard. YI la remercie ensuite, disant que le petit déjeuner était délicieux. Il s'éloigne avec le patron disant qu'ils ont des affaires privées à régler. Sinon veut évidemment savoir quelles sont ses affaires. YI se souvient qu'il doit choquer les gens pour gagner des bonus du système, tandis que Shaman pense que YI devra payer pour ce qu'il fait. La scène se déplace vers un quartier luxueux au manoir Shanshu. Yumi complimente l'impératrice en disant qu'elle commence à maîtriser l'utilisation d'un téléphone. La porte s'ouvre et elle dit que s'adapter au nouveau monde lui vient naturellement. En entrant, le protagoniste commente que la maison est aussi luxueuse qu'il s'y attendait. Il parle des appareils de cuisine et dit qu'il lui apprendra à les utiliser plus tard, mais elle dit qu'il n'y a pas besoin puisqu'elle n'a jamais cuisiné de sa vie. Il lui montre ensuite la salle de bain, et elle remarque à quel point il est étrange de faire toutes les tâches d'hygiène au même endroit. Il explique comment utiliser les toilettes, lui montre la douche, et elle dit qu'elle va prendre un bain. Elle lui dit d'aller chercher des vêtements car elle est sûre que l'ancien propriétaire du corps en a laissé derrière. Dès que YI ouvre la garde-robe, il voit les vêtements suspendus. Il remarque qu'il ne s'attendait pas à ce que l'ancien patron soit ce genre de personne. Il choisit quelques vêtements, pensant qu'au moins il n'a pas à s'inquiéter de savoir s'ils vont bien puisque c'est la bonne personne. Pendant ce temps, l'impératrice est dans le bain, demandant s'il a tout préparé parce qu'elle est sur le point d'attraper froid. La préoccupation de YI, cependant, est autre chose. Comment va-t-il lui apprendre à porter des vêtements modernes? Il lui tend et lui dit de regarder les photos et de ne pas les mettre à l'envers. Elle rétorque qu'il devrait arrêter de la harceler parce qu'elle n'est pas si bête. Malgré le design discutable, la seule chose qu'elle trouve étrange est que cette ficelle soit considérée comme un vêtement. Pendant ce temps, YI est dans le salon en train de regarder la télé. Il l'appelle pour regarder un documentaire historique. Il prévoit de tout expliquer sur l'évolution humaine et la création des industries. Elle s'assoit à côté de lui en disant qu'elle est curieuse. Cependant, un certain temps passe et elle est déjà endormie. Le protagoniste est agacé qu'elle ait prétendu être intéressée mais n'ait pas tenu 10 minutes. Il va la couvrir avec une couverture, mais elle semble sentir quelque chose qui la lacère. Constatant la déchirure de la couverture, il est confus, d'autant plus qu'elle dort toujours. Lentement, il rapproche une feuille de papier d'elle, et elle la lacère à nouveau. Il est choqué qu'elle ait un système d'alerte aussi précis même en dormant. Il décide de s'éloigner car cela semble un peu dangereux pendant qu'elle dort. Il s'assoit et commence à vérifier les objets qu'il a reçus du système.
Puis il commence à pratiquer l'une des techniques de poing qu'il a obtenues. Le nom Heavenly Fist of Del sonnait très prétentieux. Il prend quelques positions de combat et a l'impression que son corps brûle. Sa poitrine se serre et son cœur a l'impression qu'il est sur le point d'exploser. Elle s'approche de lui et dit que s'il continue à ce rythme, il finira par mourir. Elle ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais plus la technique est bonne, plus elle est risquée. Même s'il a du talent, sa fondation est très faible, ce qui ne fait que la stresser. Essentiellement, il est trop faible. Le pauvre se sent écrasé. Elle dit que maintenant qu'elle a fait une petite sieste, elle est pleine d'énergie. YI était sur le point de commenter ses attaques lorsque son téléphone sonne. C'est l'un des patrons qui demande de l'aide pour certains fichiers d'entreprise. Le protagoniste répond qu'il avait ramené Miss Lynn à la maison et qu'il reviendrait bientôt pour aider. Il lui dit qu'il essaiera de revenir la nuit, et elle demande pourquoi il ne reste pas à ses côtés pour l'aider dans les tâches fastidieuses. Cependant, il dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et il doit s'assurer que l'entreprise ne sombre pas dans le chaos. Il se dirige ensuite vers la porte, disant qu'il n'y a aucune raison de rendre la vie plus difficile quand elle est calme, mais elle lui dit d'arrêter et se rapproche. Il est sur le point de demander pourquoi quand elle se rapproche encore plus. YI demande si ce n'est pas un peu inapproprié. Elle lui donne une pichenette sur le front et lui dit d'oublier ça et de partir. Le pauvre est laissé confus. Avant de fermer la porte, cependant, il dit qu'il va commander des livraisons pour elle, mais lui demande de ne pas effrayer les gens. Elle réfléchit qu'à présent, sans énergie innée, elle ne peut plus transmettre sa conscience. Le protagoniste a travaillé toute la journée, et il est enfin temps de rentrer à la maison. Le Satama du bureau l'appelle président et suggère qu'il offre le dîner à tout le monde. Le garçon demande ce qu'est cette histoire de président. Satama plaisante en disant qu'ils savent tous qu'il est proche du président Lin. YI leur dit d'arrêter d'exagérer. Il explique à tout le monde qu'elle a eu un accident de voiture, et il se trouvait juste à proximité et l'a aidée. S'il avait vraiment quelque chose avec elle, il ne serait pas coincé là à faire des heures supplémentaires. À proximité, Xiaonan entend tout. Il pense que cela explique tout. Ce n'était qu'une coïncidence. Il n'y a aucun moyen qu'un loser comme lui puisse s'approcher de Miss Lin. De retour au manoir, on voit le président quand quelqu'un demande pourquoi les lumières sont éteintes. L'impératrice se tourne avec colère et dit qu'il devra en subir les conséquences. Cependant, le protagoniste pose simplement de la nourriture sur la table et demande ce qui ne va pas. Elle se fige pendant une seconde avant de tout dévorer, commentant qu'il aurait dû l'apporter plus tôt. Peu après, elle se calme et dit que la nourriture sans épices est un peu fade. Il jette les restes à la poubelle, en marmonnant qu'elle est vraiment difficile à comprendre. Lin lui montre ensuite son téléphone et dit que cet appareil doit en avoir après elle. Elle a essayé de commander de la nourriture en 2 clics. Alors pourquoi ça ne marche pas pour elle? Il s'assoit et jette un coup d'œil, lui montrant qu'elle doit scanner son visage pour effectuer un paiement. Pendant qu'elle tripote le téléphone, il nettoie la table, expliquant que c'est comme ça que fonctionnent les transferts d'argent dans ce monde. En rangeant, il remarque des feuilles de papier avec des techniques de méditation écrites dessus. Il demande à Lin si elle peut lire ce genre de choses, mais l'impératrice révèle que c'est elle qui l'a écrit. Il est choqué, et elle remarque que, bien sûr, elle sait encore comment utiliser du papier et un stylo. La technique de méditation intègre le corps, l'énergie, l'essence et l'âme. Cela l'aiderait à devenir assez fort pour commencer à apprendre des techniques. Le garçon est gêné. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle irait jusqu'à de telles extrémités pour lui. Cependant, elle fait un clin d'œil et dit qu'il y a des conditions pour qu'il accepte sa méthode. Il doit pratiquer comme elle le dicte. C'est parce que le talent naturel seul ne suffit pas. Il aura 3 semaines pour maîtriser le premier chapitre, sinon il disparaîtra car elle ne garde pas les paresseux dans les parages. Maintenant, il tremble et demande maladroitement combien de temps il faut habituellement aux disciples pour maîtriser cela. Elle dit que c'est normalement 4 semaines, mais comme il est talentueux, ce ne sera pas un problème pour lui. Il commence à lire quelques pages sur l'énergie et le pouls. Il s'agit de la circulation du rythme énergétique revenant à sa vraie nature. Pendant ce temps, elle veut une bouchée de quelque chose de sucré et rafraîchissant qu'elle mange. Elle lui dit qu'il devrait manger avant de pratiquer, mais YI crache déjà du feu bleu en disant qu'il sent que son corps est devenu plus léger. L'impératrice est impressionnée qu'il ait maîtrisé la première technique en quelques respirations seulement. Même lui est confus, demandant s'il l'a vraiment maîtrisé, mais l'impératrice, maintenant assise sur le comptoir, lui dit qu'être capable de rassembler de l'énergie prouve qu'il l'a fait. Elle lui dit de respirer à nouveau et d'essayer d'accumuler de la puissance. Le garçon ressemble à un aspirateur, aspirant toute l'énergie de l'environnement. Même elle est surprise, demandant quel genre de monstre il est. Pour avoir impressionné l'impératrice une fois de plus, il reçoit la capacité de pas instantanée. Il commence à penser qu'à chaque fois qu'il l'impressionne, ses attentes augmenteront, rendant les choses de plus en plus difficiles. Autant qu'elle était une bonne brebis, il y a une limite à la quantité de laine qu'il peut tondre. Elle a demandé pourquoi il riait, et il répond que ce n'est rien. Puis il demande si elle a d'autres instructions parce qu'il veut retourner à la pratique. Elle dit oui et mentionne qu'ils ont un problème très important. Il demande ce que c'est, et elle veut savoir pourquoi il n'y a pas de coca dans la maison. Le pauvre gars est confus. Plus tard,
Il dit que lui apprendre à utiliser les applications de livraison en ce moment est dangereux, mais elle boit déjà son coca, disant qu'elle se sent incroyable. Alors qu'il part, elle dit qu'il y a autre chose dont elle doit lui rappeler. Il devrait être plus prudent car elle a vu d'innombrables prodiges tomber à cause de l'arrogance. Il doit toujours se souvenir qu'il y a des montagnes au-delà des montagnes. Mais au milieu de sa conférence, elle commence soudainement à avoir le hoquet de manière incontrôlable. Elle se couvre la bouche et dit que ce corps est étrangement fragile. Il part en disant qu'il l'avait prévenu de ne pas boire si vite. Elle lui dit de disparaître ou elle en finira avec lui. Il répond qu'elle devrait savoir que si elle continue à boire ça, elle aura du diabète et des caries. L'impératrice demande si elle ne devrait pas en boire, et il claque la porte, disant qu'il vaut mieux pas. Avec ça, elle se détend, disant qu'elle a enfin un peu de paix. Mais de l'extérieur, il crie en lui rappelant de ne pas oublier que son numéro est le premier sur la liste de contacts. L'impératrice réfléchit que dans son monde passé, tout le monde la craignait. Ça fait longtemps que quelqu'un ne s'est pas soucié d'elle autant. YI est de retour à la maison se demandant où son frère est allé. Il décide de s'affaler sur le canapé car la journée a été épuisante et ouvre ce petit jeu à lui. Il vérifie le chat de groupe avec ses amis qui parlent d'obtenir un bon score. YI a demandé à jouer, mais soudain, tout le monde prétend avoir des maux d'estomac et veut partir. Apparemment, YI est l'un de ces joueurs qui coulent l'équipe, c'est pourquoi personne ne veut jouer avec lui. Mais quelqu'un appelé de vieux maniaque dit qu'il sera bientôt en ville et demande si YI veut prendre un repas demain. YI accepte et est tout excité. Il réfléchit qu'il joue avec de vieux maniaques depuis 3 ou 4 ans, mais ne l'a jamais rencontré en personne. Pendant ce temps, dans sa salle de surveillance, quelqu'un commente qu'ils ont disparu dans un quartier étrange. Un chauve dit qu'ils y sont allés pour enquêter, mais il n'y avait aucun reste des corps. Une autre personne répond de ne pas s'inquiéter car ils ont déjà trouvé un moyen de s'occuper de cet enfant. Le lendemain, Yubi envoie un message à son ami, disant qu'il l'attend, tout en pensant à la nourriture qu'il a commandée. Puis quelqu'un s'approche. Est-ce de vieux maniaques? Qu'est-ce qui se passe? Le jeu a-t-il basculé? Les filles prétendent elles maintenant être de vieux hommes. Yubi dit à la jeune femme que la table est déjà réservée. Il commence à penser qu'elle travaille pour le bar et commente à quel point le marché des boissons est devenu concurrentiel, mais elle sourit et dit qu'elle est de vieux maniaques. Elle montre leur historique de chat, surprenant YI. Se sentant mal à l'aise, il demande si elle est sûre, soulignant que sa voix semble très différente. La fille explique que les gens pensent qu'elle est très crédule et facilement trompée, c'est pourquoi elle préfère prétendre être un vieil homme en ligne. Elle dit que celui qui l'a présenté était quelqu'un nommé Ling Ji, sa sœur. Yubi commente que maintenant il est logique qu'il ait parfois entendu la voix d'une femme sur le microphone de vieux maniaques. Se sentant mal à l'aise, elle lui a demandé d'arrêter de l'appeler ainsi et dit que son nom est Xiaotu, et qu'elle vivra dans cette ville pendant un certain temps. Plus tard, au bord d'un lac, il demande si elle n'a pas peur de lui puisqu'elle est venue seule. Elle dit qu'il réfléchit trop car elle se sent en sécurité, s'étant entraînée depuis l'enfance. Elle est convaincue qu'elle pourrait gérer 3 ou 5 gars seuls. Notre garçon dit qu'il comprend, mais il n'est toujours pas habitué au fait que son amie en ligne s'est avérée être une si belle fille. Elle s'énerve, lui demandant s'il parle d'elle et commence à frapper légèrement un mur, lui disant de ne pas dire de telles choses sans réfléchir. Cependant, une fille est si forte qu'elle provoque l'effondrement de la structure. Elle se précipite pour le sauver, et il pense que mourir ainsi ne serait pas si mal. Et avec ça, elle tombe directement sur lui. Combien de côtes se sont cassées? 1, 2, 3, 4, 5 de ses côtes. Elle s'excuse, expliquant qu'elle a un physique spécial avec une force surhumaine et des os denses. Elle n'avait jamais imaginé que lui tomber dessus causerait autant de dégâts. Notre garçon prépare une technique et lui dit de se calmer, lui assurant qu'il peut gérer ça. Il se dit que c'est une bonne chose qu'il ait pratiqué ces techniques, sinon il serait définitivement mort. Puis son téléphone sonne avec un message, et elle dit que sa première requête est enfin arrivée. Elle lui montre une application appelée Xiaxiang et lui demande s'il la connaît. Il demande si c'est l'application où tu peux poster des missions pour que les cultivateurs et les guerriers fassent l'amour. Après avoir terminé la mission, il gagne la récompense de l'offre et accumule des points de héros. Elle confirme et dit que son rêve ultime est de devenir la plus grande héroïne de tous les temps. Elle lui montre ensuite la mission, qui consiste à éliminer quelqu'un qui a volé la petite amie d'un autre homme. Elle lui montre le téléphone, et il dit qu'un salaud comme ça mérite de mourir. Mais elle demande ensuite pourquoi la cible lui ressemble autant. Sans hésitation, elle manque de peu de lui trancher la tête. Il esquive et lui dit de se calmer, insistant sur le fait qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Mais elle l'ignore et dit que comme c'est sa première mission, elle ne peut pas échouer, alors il ferait mieux d'arrêter d'esquiver. Elle tente un coup de pied, mais il se déplace sur le côté et demande pourquoi elle essaie de tuer son ami comme ça. Motivée, elle lui dit juste d'arrêter d'esquiver et de se transformer en le point de héros dont elle a besoin. Il esquive à nouveau, et elle semble perplexe de voir comment il évite toujours ses attaques. Le protagoniste pense que dans sa vie, aucune femme n'est jamais facile. Mais puisqu'elle veut faire les choses de cette façon, il ne se retiendra pas. Il utilise un pas instantané pour apparaître derrière elle et se prépare à utiliser le point du DAO, manquant de peu de l'emporter.
Elle réalise qu'elle a fait une erreur en essayant de tuer ce type. Avec ça, elle a peur, et il gagne la technique du tir d'âme. Cette capacité étourdit l'adversaire, le faisant lui obéir pendant un certain temps. Xiaoqiu dit que son grand-père lui a toujours dit que la Chine a de nombreux dragons cachés, et maintenant elle voit qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse le vaincre. Yi essaie de la réconforter, lui disant de ne pas s'inquiéter car il s'entraîne aussi depuis son enfance. Il dit qu'il n'a gagné que parce qu'il l'a pris au dépourvu, mais elle dit qu'elle ne croit pas ça, soulignant que la façon dont il a esquivé ses attaques était étrange. Elle dit qu'elle devra le vérifier, et il demande ce qu'elle entend par là. Elle commence à toucher son corps en disant que s'il s'entraîne depuis son enfance, il devrait y avoir des marques. Elle soulève sa chemise, lui disant de ne pas résister car il n'a pas le choix. Plus tard, elle demande ce qui se passe car il ne s'entraîne que depuis 3 mois. Il admet qu'il pensait que les capacités qu'il avait apprises étaient spéciales, mais n'avait jamais imaginé qu'elles seraient aussi puissantes. Bien sûr, nous savons qu'il ne s'entraîne que depuis 3 jours, mais il décide de ne pas lui dire ça. Xiaotu dit qu'avec un tel talent, elle est impatiente de voir ce que son grand-père pense de lui. Yi demande si elle peut découvrir qui essayait de le tuer et lui assure qu'elle peut lui faire confiance, qu'il croit au véritable amour et qu'il ne serait jamais déloyal. Elle dit qu'il n'est pas possible de voir directement qui l'a envoyé, mais elle peut essayer d'organiser une rencontre. La scène se déplace vers une camionnette garée dans la rue avec des hommes qui en sortent. Un type avec des boucles d'oreilles en or demande si la fille a réussi à terminer sa mission. Xiaoshu dit oui, et il peut faire ce qu'il veut avec le garçon. Pendant ce temps, notre protagoniste trouve ça bizarre car il n'a jamais vu ces personnes auparavant. L'homme félicite Xiaoshu, disant qu'elle obtiendra un avis 5 étoiles. À ce moment-là, Yi demande à l'homme s'il a fait une erreur car ils ne se sont jamais rencontrés. Mais l'homme demande si Yi l'a déjà oublié après l'avoir utilisé, puis il ordonne à ses hommes de faire tomber Yi. 2 autres types apparaissent portant quelque chose de suspect. L'homme avec la boucle d'oreille dit qu'aujourd'hui, ils vont tout prendre au garçon. L'un d'eux dit qu'il est beau, donc ils vont se faire plaisir à faire ce qu'ils veulent avec lui. Yi réalise rapidement que soit ces personnes agissent de mauvaise foi, soit elles sont manipulées. Il décide que c'est le moment idéal pour utiliser la technique qu'il vient d'acquérir. Il active la technique du choc d'âme et leur ordonne de découvrir qui a envoyé la mission et de s'occuper d'eux à la place. Xiaotu demande s'il va juste laisser ces gens partir. Il répond que pour l'instant, c'est la meilleure solution. Sur le chemin du retour, elle dit qu'elle voulait passer plus de temps avec lui aujourd'hui, mais malheureusement, elle reçoit des appels et doit partir. Le protagoniste dit que puisqu'elle restera en ville pendant un certain temps, ils pourraient se revoir plus tard. Elle fait un signe d'au revoir, disant qu'ils se reverront bientôt. Il regarde alors qu'elle se fait gronder par sa sœur, se demandant ce que ses autres amis penseront quand ils découvriront que le vieux maniaque est une fille. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel sur son téléphone et remarque qu'elle a enfin appris à utiliser l'appareil. Il répond en plaisantant que si elle a été kidnappée, elle devrait menotter 2 fois. Mais l'impératrice répond qu'utiliser un artefact de communication est facile pour elle. Elle déclare sans détour qu'elle veut qu'il l'accompagne pour acheter des vêtements. Dans la scène suivante, ils sont déjà arrivés au magasin, et Yi remet de l'argent au chauffeur de taxi pour les ennuis causés par l'un. Quand il a suggéré d'arrêter un taxi, elle en a botté un, disant qu'elle ne faisait que suivre ses instructions. Il soupire et dit peu importe, puis demande pourquoi elle veut soudainement acheter autant de vêtements. Elle répond qu'elle n'a pas envie de porter les vêtements de quelqu'un d'autre pour toujours. La vendeuse demande s'il est là pour acheter des vêtements pour sa petite amie. Yuri sait que c'est une tactique de vente pour facturer plus tard et précise qu'il est juste là pour porter ses sacs. Certains gars à proximité commentent qu'il est impossible pour quelqu'un comme lui d'obtenir une beauté comme elle. La vendeuse sort une robe légère, disant qu'elle va l'adorer, puis montre une veste Gucci, affirmant qu'elle ne se démode jamais. Elle demande à Yi de quoi parle la vendeuse. Il explique que chaque tenue dans son monde est adaptée à différentes situations. Elle hoche la tête, disant qu'elle comprend, puis demande s'ils ont des tenues moulantes en latex. La vendeuse a l'air gênée et demande de quoi elle parle. Confuse, elle regarde Yi et dit qu'elle a vu sur son ordinateur qu'il recherche toujours ce genre de choses. Embarrassée, Yi essaie d'expliquer à la vendeuse qu'elle veut dire un style de super-héros, quelque chose d'apparence forte. C'est pourquoi elle a mentionné le latex. Mais l'impératrice a dit qu'elle pensait seulement à le porter parce qu'elle supposait que c'était à la mode puisqu'il le regardait toujours. Mais apparemment, il ne veut pas qu'elle l'essaie. Les curieux à proximité essaient de comprendre la relation entre le porteur de sac et elle. Pendant ce temps, Yi demande à la vendeuse d'apporter quelque chose de plus approprié. Elle accepte, et l'impératrice va se changer. Elle revient en portant la tenue. La vendeuse la complimente immédiatement, disant qu'elle est magnifique. L'impératrice dit que c'est similaire à ce qu'elle portait dans son monde et demande à Yi ce qu'il en pense. La vendeuse explique que cela vient de leur collection vintage. Elle commente qu'elle voulait quelque chose de plus classique et pense que c'est parfait. L'impératrice se tient devant le miroir et décide de l'acheter. Puis elle pointe Yi, disant qu'elle choisira aussi quelque chose pour lui. Il est confus quant à la raison, mais dans la scène suivante, on voit le protagoniste qui ressemble presque exactement à avant. Pas de changement majeur.
Cependant, l'impératrice, qui semble devenir de plus en plus confiante à la minute, dit à YI qu'il a l'air plutôt élégant. Il demande pourquoi elle a insisté pour acheter quelque chose pour lui aussi. Elle explique que la famille Lin a envoyé un message à propos d'un banquet dans quelques jours. Elle effectue le paiement et dit qu'elle pensait que ce serait une bonne occasion d'en apprendre davantage sur ce monde. C'est pourquoi elle l'a invité à l'accompagner ici. Mais ensuite, la caissière dit que son compte n'a pas assez de solde. YI trouve cela étrange étant donné que le compte de la famille Lin devrait avoir des fonds illimités. Il propose alors de payer lui-même. Il sait qu'il devra vivre frugalement pendant 2 mois, mais il pense que cela en vaut la peine. Sauf que le total s'élève à 38 000, et le garçon est dévasté. Plus tard, elle essaie une autre boisson et commente que c'est fade comparé au coca. YI lui dit qu'il a vérifié son compte et a remarqué un important transfert vers un compte public. Pour résoudre ce problème, il pourrait contacter le manager Zhang, mais elle dit qu'elle n'est pas particulièrement inquiète pour l'argent. Il explique que l'argent est assez précieux et se demande si elle s'en fiche vraiment. Elle répond que s'il est si inquiet à partir de maintenant, il gérera son argent. Il est confus et demande comment il est censé gagner son propre argent. C'est alors qu'elle dit que tout l'argent qu'elle a sera aussi le sien. Il est immédiatement ravi compte tenu de sa richesse, mais réalise que cela signifie qu'il lui appartiendra à partir de ce moment et ne pourra jamais s'échapper. Rouge, il dit qu'il comprend, mais ajoute qu'il y a encore quelques points à clarifier. Soudain, elle regarde sur le côté et remarque que ces personnes ont disparu. Apparemment, ils étaient plus vifs qu'elle ne le pensait. Il mentionne qu'il avait aussi l'impression que quelqu'un les surveillait plus tôt, mais pensait que c'était juste son imagination. Elle reconnaît son instinct aiguisé et lui dit qu'il peut s'en occuper s'il le souhaite. Pendant ce temps, dans une ruelle, un homme chauve demande avec colère pourquoi leur plan est annulé alors qu'il était presque terminé. Un homme aux cheveux bruns dit que le garçon était censé être éliminé parce qu'il a été témoin de l'accident de voiture de Lynn. Mais puisqu'elle est vivante, il n'y a plus de raison de le tuer. L'homme chauve, furieux, demande s'ils ne vengeront pas les 3 frères qu'ils ont perdus. L'homme à lunettes à côté de lui dit que ce problème sera réglé tôt ou tard. Plus tard, à l'entreprise, un homme remet des papiers en disant que mademoiselle Lynn a effectué des paiements. Une fois ces paiements remboursés, ils auront l'argent. Le seul hic, c'est que le nouveau contrat nécessite une nouvelle signature, et il demande si YI peut s'en occuper. Le problème est que YI n'est pas doué avec les chiffres. Il se souvient que l'impératrice a dit que son argent lui appartenait maintenant. Il souhaite que ce soit vrai car cela lui faciliterait la vie pendant les 10 prochaines années. Il dit à l'homme de lui remettre les papiers, et l'homme accepte. Mais ensuite, il empile une autre pile, puis une autre, expliquant quels sont pour les contrats à venir. L'homme grassouillet propose d'aider, commentant qu'il y en a effectivement beaucoup. Mais YI ne veut pas être piégé et décide qu'il vaut mieux s'en occuper lui-même. Il demande s'il a juste besoin de comparer les commandes dans le système. L'homme confirme et part, disant d'appeler s'il a besoin d'aide. Dehors, Sean demande comment ça s'est passé. L'homme répond que YI ne lui fait pas confiance. Les deux rient bizarrement, disant que c'est parfait. Si le type grassouillet avait géré les fichiers, il aurait pu être blâmé pour toute erreur. Mais maintenant que YI fait tout seul, il sera le seul tenu responsable, surtout qu'il ne se rend pas compte que les listes sur son bureau sont toutes fausses. Évidemment, cela lui prendra une éternité, et il va quand même tout gâcher. Sinon félicite l'homme en disant qu'il a fait un excellent travail en renversant la situation. Le type grassouillet commente que puisque l'entreprise traverse une période difficile, si YI fait des erreurs, il sera définitivement renvoyé. Même si le président veut le garder, ils peuvent convoquer une assemblée des actionnaires, et il sera inévitablement expulsé. L'homme blond dit que dès qu'ils sortiront la vidéo explicite qu'ils ont enregistrée de YI, il sera ruiné. Mais ensuite, la secrétaire apparaît, disant qu'il y a un groupe de personnes qui veulent lui parler. Les hommes de la ruelle arrivent, tenant quelque chose de dangereux dans leurs mains. La secrétaire demande s'il les connaît. Il dit que oui, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, et il lui dit de ne pas s'en mêler ni d'appeler la police quoi qu'il arrive. Elle le rassure en lui disant qu'elle gardera le secret. Shannon s'approche des hommes et leur dit de monter à l'étage pour parler. Pendant ce temps, la secrétaire se demande ce qu'ils préparent. Dès que la porte se ferme, elle entend beaucoup de bruits étranges. Shannon crie en disant que ça ne rentrera pas dans l'espace. La secrétaire pense qu'il pourrait être en danger, mais se souvient qu'il lui a dit de ne pas interrompre. Soudain, un gémissement se fait entendre depuis la pièce, et elle commente à elle-même que les riches savent vraiment comment s'amuser. Retour à YI, le pauvre gars est épuisé. Rien ne correspond, et les données du système semblent erronées. Il décide de recalculer, convaincu que cette fois ça marchera. Juste à ce moment-là, son téléphone sonne. C'est l'impératrice qui le gronde et exige de savoir pourquoi il n'est pas encore rentré à la maison avec de la nourriture. Gêné, il demande pourquoi elle n'a pas commandé à livrer, vu que ça prendra du temps. Mais elle l'avertit qu'il a 1 minute pour être à la porte, sinon il se fera tabasser. La scène se déplace dans un restaurant. L'impératrice fait remarquer que la nourriture dans ce monde n'est pas mauvaise du tout. YI demande si elle veut goûter aux nouilles aux intestins de porc. Elle refuse immédiatement,
Alors il se demande pourquoi elle n'a pas encore maîtrisé l'application de livraison ou si elle l'a fait et voulait juste manger avec lui. Soudain, elle s'étouffe mais change rapidement d'expression, affirmant qu'il y avait trop d'options sur l'application, donc elle n'arrivait pas à se décider. Il dit qu'il comprend, et elle s'assoit en demandant comment s'est passée sa journée de travail. Il explique qu'il était en train d'examiner des documents financiers, mais rien ne fonctionnait. Elle suggère que c'était peut-être un manque de concentration, mais il insiste sur le fait que le manager Zhang a dû gâcher quelque chose. Il sourit et dit qu'il devrait manger d'abord car la nourriture est délicieuse. Soudain, un homme chauve à une table voisine crie qu'il est sûr qu'il s'agit d'un test important. YI est surpris se demandant pourquoi l'homme n'a pas mentionné cela plus tôt. L'impératrice a l'air confuse. YI regarde le gérant du restaurant s'approcher et demander à l'homme chauve pourquoi il crie. L'homme insiste sur le fait que ce n'est clairement pas de l'intestin. Le gérant lui dit d'arrêter de diffamer le restaurant sans preuve. L'impératrice demande à YI où il va alors que l'homme chauve menace de fermer l'endroit. C'est alors que YI intervient, pose une main sur l'épaule de l'homme et demande au gérant si l'affirmation de l'homme chauve est vraie. Il prend le fauteur de trouble et l'avertit qu'il aura besoin d'une compensation pour avoir dépensé son argent là-bas. Le gérant nie tout acte répréhensible, mais YI, essayant d'obtenir des aveux, dit que la nourriture avait un goût bizarre et menace de frapper l'homme s'il n'avoue pas. Finalement, le cuisinier admet que les intestins sont faits à partir de haricots fermentés. Naturellement, tout le monde exige son argent. Quand YI dit de reculer, l'impératrice remarque que dans son royaume, le gérant ferait face à un châtiment divin. Mais elle termine son repas et dit qu'au moins sa commande était bonne, alors ils laisseront passer. Le protagoniste rassemble les pièces, réalisant que Zhang pourrait remplacer des produits authentiques par quelque chose de bon marché pour le tromper. Le lendemain, YI est de retour au bureau. Zhang s'approche et demande s'il a terminé les documents. YI répond qu'il les a déjà envoyés aux investisseurs. Soudain, Zhang s'exclame que c'est une terrible nouvelle. Il s'excuse, affirmant qu'il a fait une erreur. Il a oublié de mettre à jour la liste des fournisseurs et a utilisé les anciens prix. Il crie pour que tout le monde entende que si YI a signé et envoyé ses documents, l'entreprise perdra des millions. D'autres employés se joignent à la conversation en disant que cela aura un impact sur toute l'entreprise. Shaman apparaît et demande quelle erreur YI a commise cette fois. Cependant, il semble que Shaman ait passé une nuit difficile. Il souffre visiblement, se tenant le bas du dos. Zhang demande s'il va bien. Notre garçon sourit simplement, disant qu'il est curieux de connaître toute cette agitation. Sinan dit alors qu'à cause de l'erreur de YI, personne dans l'entreprise ne recevra sa prime ce mois-ci. Le reste des employés se fâchent, disant qu'ils comptaient sur cette prime. L'homme blond dit que puisqu'YI est maintenant le représentant du président, il devra expliquer cela à tout le monde. YI révèle alors que tous les contrats avaient été envoyés avec les prix corrects, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Shannon a l'air confus par cette affirmation qu'il n'y a pas de problème. YI partage les chiffres, leur disant de jeter un coup d'œil. Quand Zhang vérifie, il confirme que les chiffres sont effectivement corrects. YI souligne même que l'erreur de Zhang a presque coûté à tout le monde sa prime, il est donc juste qu'il fournisse une explication. Embarrassé, Zhang admet qu'il a fait une grosse erreur. Mais grâce à frère Liu, l'entreprise a évité une perte majeure. Shaman intervient en disant que bien que Zhang ait fait une erreur, aucun dommage réel n'a été causé. C'est alors que YI se lève et dit que Maître Shaman ne semble pas se sentir très bien. Il pose une main sur l'épaule de Shaman, le pousse dans une chaise et lui dit de s'asseoir un instant. YI ajoute qu'il est plus curieux de savoir pourquoi tout l'argent de l'entreprise se trouve sur le compte de Shannon. Les employés crient, disant que maintenant il est logique que leur prime ait disparu. Shannon essaie de mentir, affirmant qu'il n'a aucune idée où l'argent est allé et qu'il n'investirait même pas dans cette entreprise sans la présidente Lin. Mais YI lui dit juste d'arrêter de mentir. Acculé, Sinan admet qu'il se souvient maintenant que c'est Zhang qui a transféré de l'argent de son compte parce qu'il en avait besoin. Il insiste sur le fait qu'ils ont juste besoin de parler à Zhang pour récupérer l'argent. YI remarque qu'il est formidable de voir son ami, Sinan, se repentir de ses erreurs et exposer les lâches. Mais Sinan, bouillonnant de rage, marmonne qu'il veut tuer ce foutu type. Pendant ce temps, les employés attrapent leur clavier. YI leur dit qu'ils savent quoi faire. Naturellement, le gérant se fait tabasser alors que tout le monde crie que c'est pour ça qu'ils doivent toujours faire des heures supplémentaires. Notre garçon reçoit alors un message de l'impératrice qui, comme d'habitude, meurt de faim. C'est alors qu'il se souvient qu'aujourd'hui, c'est le banquet de la famille Lin. La scène se déplace dans le manoir de la famille Lin où un homme du nom de Lin Wei se prépare. C'est le frère qui a précédemment essayé de tuer l'impératrice. Une servante s'approche de lui, l'informant que les invités sont arrivés. Puis le protagoniste et l'impératrice apparaissent. YI commente que l'endroit est vraiment un spectacle. Cependant, elle ne semble pas impressionnée et demande si la famille Lin n'est pas censée être plus importante. YI dit ça pour lui. La fête semble très luxueuse, mais elle rétorque qu'elle ne voit pas une seule canette de coca. À ce moment-là, Wei s'approche de l'impératrice et dit que leur grand-mère craignait qu'elle ne vienne pas. Elle l'ignore complètement. Confus, Wei demande pourquoi elle ne parle pas et pourquoi elle agit si distante envers son frère.
YUI s'avance et explique qu'elle ne se sent pas bien depuis l'accident de voiture. Wei demande qui il est. Le protagoniste se présente comme l'assistant du président. Soudain, Wei lui offre un verre de vin et souligne que les chefs de Pan Industrie et de Fichu Industrie sont à proximité. Il lui suggère d'aller les divertir. Sur ce, il s'en va. L'impératrice demande à YUI qui est cet homme. Il explique qu'en théorie, c'est censé être son frère, mais il n'en est pas entièrement sûr. Ce qu'il sait, c'est que ce type a moins de 30 ans et est déjà à la tête de la famille Lin. L'entreprise qu'elle possède n'est qu'une branche des avoirs de la famille. L'impératrice dit que l'endroit est ennuyeux et qu'il y règne une atmosphère qu'elle n'aime pas. Elle regarde ensuite le verre de vin et commente qu'au moins, il a l'air bon. Avant que YUI ne puisse l'arrêter, elle le boit cul sec. Immédiatement, elle demande si c'était de l'alcool et pourquoi c'est si fort. YUI explique que les techniques de distillation modernes se sont beaucoup améliorées, donc l'alcool est beaucoup plus fort. Elle a l'air un peu découragée en souhaitant un coca. YUI remarque une blonde qui passe avec un plateau et demande s'il y a du coca dans le coin. Elle répond que non, car les VIP haut de gamme ne boivent que ce genre de cocktail. Les deux rient, se demandant quel genre de plouc voudrait du coca dans un événement comme celui-ci. L'une d'elles dit de ne pas dire ça. Il pourrait être quelqu'un d'important s'il participe à cet événement, mais l'autre répond que c'est impossible, et que c'est probablement juste un gamin que mademoiselle Lin a emmené avec elle. Après tout, elle a déjà entendu des rumeurs selon lesquelles Lin Mayuk devrait épouser quelqu'un de la famille Pan lors de ce banquet. Maintenant, YOY comprend pourquoi l'impératrice a été invitée à cela. Il remarque qu'entre-temps, elle a été appelée à une table. Un homme aux cheveux violets dit que plus une femme grimpe, moins elle vaut. Un autre homme assis en face de lui dit que c'est dur à dire et suggère qu'il boive à la place. Mais l'homme aux cheveux violets demande s'il a tort, en disant qu'une femme devrait se concentrer sur le fait de rester belle et de trouver un bon mari. L'autre homme demande s'il a quelqu'un en tête. Il répond qu'il n'est pas très intéressé après avoir vu la 12e femme de son père s'enfuir avec son argent. Cependant, il mentionne que son père est si fort, seulement 60 ans, et prêt à avoir plus d'enfants. Il dit à l'impératrice qu'il a toujours conseillé à son père que les femmes de basse classe n'en valent pas la peine, mais que quelqu'un comme elle de la famille Lin doit avoir du bon sang pour quelque chose. Il pose une main sur son épaule et lui demande ce qu'elle pense de son offre. Pendant ce temps, Yu est inquiet car il sait que toutes les personnes présentes à cet événement sont influentes dans la ville. Mais en voyant Lin en colère, il décide qu'il s'en fiche. Il attrape le bras de l'idiot et le tord. L'homme, paniqué, demande si Yu sait qui il est et exige qu'on le lâche. Pendant que Lin se demande ce qu'il fait, YUI saisit l'occasion de choquer tout le monde. L'homme se libère et demande qui est YUI et s'il a perdu la tête. Notre garçon se présente comme l'assistant de mademoiselle Lin et dit qu'il rend service à l'homme. Mais l'homme pointe YUI du doigt et dit que s'il ne s'explique pas correctement, il aura de sérieux problèmes. YUI invente une histoire sur le fait d'être médecin et prétend que les nerfs du poignet de l'homme ont été endommagés. L'homme n'est pas si crédule, cependant, et demande si c'est comme ça que YUI prévoit de jouer. Il appelle son garde du corps et lui dit de s'occuper de ça. Il dit aussi à tout le monde de regarder et de voir ce qui arrive quand quelqu'un se frotte à la famille Pan. YUI lui dit d'arrêter de tergiverser et de venir l'attaquer. Le garde du corps charge sur lui, promettant que YUI regrettera ses paroles assez tôt, mais YUI esquive facilement le premier coup de poing. Il remarque que si les compétences de boxe de l'homme ne sont pas raffinées, elles suffisent à s'occuper de quelqu'un comme ça. Avec un coup de poing au visage, l'homme tombe. Pendant ce temps, l'homme de la famille Pan dit que le garde du corps était un cultivateur de niveau 3. Les gens à la table murmurent que quelqu'un d'aussi fort se démarquerait n'importe où à Jang City. Alors, qui est exactement ce gamin? Avec tout le monde choqué, YUI active le système et reçoit un médicament de rajeunissement. Puis un aîné de la famille Lin se présente et demande à YUI ce qui se passe. YUI explique le combat du garde du corps, et l'aîné marmonne que Myok doit perdre la tête. L'homme de la famille Pan demande si c'est comme ça qu'ils traitent leurs invités. L'aîné, visiblement troublé, s'excuse et promet qu'ils vont s'en occuper. Mais l'homme de la famille Pan dit simplement d'oublier toute alliance par le mariage. Étrangement, l'impératrice dit à YUI qu'elle pense qu'il bénéficiera de tout cela. YUI, surpris, se demande si elle est au courant du système. Se sentant mal à l'aise, il dit qu'il ne l'a fait que parce qu'il n'aime pas les commentaires sexistes, mais l'impératrice n'est pas facilement dupée dit qu'elle est certaine qu'il y a plus à cela. Soudain, l'aîné la pointe du doigt et exige une explication en l'accusant de manquer de respect à la famille. Il prétend qu'ils ne se sont jamais souciés de ses humbles origines, qu'ils l'ont élevé avec difficulté et qu'ils lui ont tout donné. Alors pourquoi les rembourse-t-elle ainsi? L'un se tourne vers YUI et demande qui est cet homme. YUI répond qu'il n'en a aucune idée. C'est probablement juste un aîné quelconque de la famille. L'homme continue de crier, disant que la famille est importante mais a été humiliée à cause d'elle, et qu'elle ferait mieux de s'excuser auprès du jeune maître de la famille Pan. YUI lui dit de rester calme et qu'il va s'en occuper, mais elle l'ignore et demande à l'oncle s'il se considère vraiment noble et élégant. Parce que pour elle, ce ne sont que des gens sans vertu qui ne se soucient que des apparences. D'après la conversation qu'elle a entendue, elle avait déjà compris qu'il ne se souciait que de la renommée superficielle et ne contribuait à rien de vraiment valable.
Elle continue sa tirade, laissant l'oncle sans voix, mais elle demande si elle a dit quelque chose de faux. Elle ajoute que s'ils attendent qu'elle s'excuse, il devrait réserver cette demande pour son cercueil. L'humiliation est si grande que le pauvre homme s'effondre, se cognant la tête sur le sol. L'oncle se lève et dit qu'elle doit perdre la tête pour dire de telles choses, mais elle déclare simplement que s'ils veulent bien l'excuser, elle s'en va. Cependant, l'oncle prévient que tout ce qui lui a été donné lui sera retiré, et qu'elle sera expulsée de la famille. À ce moment-là, un autre homme à proximité intervient, leur demandant d'attendre. Il se présente à YI et lui demande s'il peut faire plus ample connaissance. S'approchant de YI, il dit qu'il a des compétences remarquables et veut savoir qui est son maître. Le protagoniste répond que le monde martial est complexe et diversifié, et qu'il n'est pas pratique d'approfondir les détails de sa vie. Mais alors Wei intervient et dit aux invités qu'avoir le soutien d'un groupe martial comme eux serait excellent. Il demande à Yu de s'expliquer, qui dit seulement que ce n'est pas qu'il ne veut pas. C'est juste que, techniquement, il n'a jamais eu de maître officiel. Le mieux qu'il puisse dire, c'est qu'il a reçu quelques conseils de quelques personnalités notables. Lin Wei calme tout le monde, en disant qu'aujourd'hui n'est pas le moment de discuter affaires. Il veut juste savoir quelle est la relation entre YI et Lin Mayuk. Il explique que jusqu'à présent, il ne l'a jamais vu qu'avec une seule autre personne. Mais la voir accompagnée d'un jeune homme aussi talentueux le rassure en tant que frère. L'homme à proximité, moque Lin Wei, disait plutôt qu'il était prêt à la marier à n'importe qui juste pour former des alliances. L'impératrice dit qu'elle en a assez de tout ce bavardage et qu'il est temps de partir. Ils sortent pendant que Wei leur fait signe au revoir, disant qu'il n'interférera plus. Soudain, une serveuse s'approche, disant que le téléphone de quelqu'un sonne. Mais Mihawk remarque quelque chose, pointe la serveuse et lui dit de s'approcher. Elle lui ordonne d'acheter 5 caisses de coca, pas seulement pour sa maison, mais pour toutes les résidences de la famille Lin. Son frère a l'air confus, essayant de comprendre ce qu'elle fait. Mihawk lui dit de demander à la serveuse pourquoi elle chuchotait sur les invités. YI se souvient que c'était la même serveuse qu'il avait traitée de pauvre plus tôt. Pour éviter de perdre la faveur de sa sœur, Wei ordonne immédiatement à la serveuse d'aller chercher tout le coca, même si elle doit y aller à pied. Plus tard, ils sont à un stand de nourriture de rue, et YI commente qu'il n'y a rien de tel qu'une collation de fin de soirée. Tenant son coca, Meihoke dit que ce serait encore mieux s'il était froid. YI lui offre une bière, disant qu'elle se marie parfaitement avec la nourriture ici. Elle demande ce que c'est, et il explique que c'est une boisson alcoolisée avec différentes saveurs. Elle essaie et dit que c'est très différent des boissons de son époque, mais en quelque sorte similaire au coca. Cependant, elle précise qu'elle n'échangerait jamais du coca contre ça. Le protagoniste commence à penser que boire dans la même canette serait un baiser indirect et se précipite, disant qu'il va chercher une nouvelle paille. Pendant ce temps, elle minimise 2 hommes à proximité qui menacent une jeune femme. Ils lui disent qu'elle ne veut probablement pas que son petit ami découvre ça. Sa famille doit beaucoup d'argent, mais si elle vient avec eux, les dettes peuvent être effacées rapidement. L'impératrice observe tranquillement. La femme proteste, disant qu'elle ne veut pas. Un homme l'avertit qu'elle n'a plus le choix maintenant. Un autre homme commence à la pousser, disant qu'ils seront rapides jusqu'à ce qu'ils reçoivent une bouteille fracassée dans la bouche. Il tombe au sol et demande qui c'était. C'était l'impératrice qui demande s'il n'était pas d'humeur à boire un verre. Les hommes s'approchent en disant que la misérable est plutôt audacieuse, mais en la regardant manger. L'un d'eux commente que boire avec elle serait en fait un bon moment. 10 secondes plus tard, il s'enfuit désespérément, appelant à l'aide. Tout le monde est tabassé, et le pauvre pleure que la femme est un monstre. Mais elle lui marche dessus et demande pourquoi il part si tôt. Elle dit qu'elle allait seulement presser tous ses méridiens et drainer son énergie ou peut-être forcer son corps à accumuler de l'énergie interne jusqu'à ce qu'elle explose. Le pauvre homme sanglote, disant qu'il veut juste s'échapper d'elle. YI s'approche et demande ce qu'ils ont fait pour la provoquer. Elle répond que ce n'était rien de grave. Elle voulait juste lui donner une leçon. Pendant ce temps, la collégienne les remercie de l'avoir sauvée des usuriers. Elle explique à YI qu'elle était menacée quand son ami est intervenu. Le propriétaire du magasin interrompt en voulant savoir qui paiera les dégâts. Soudain, la police arrive. Alors qu'ils commencent à arrêter les hommes, ils accusent la femme d'avoir brisé les os de tout le monde. YI sait que cela pourrait causer des problèmes et demande à la fille si elle peut témoigner de ce qu'elle vient de lui dire. Mais elle s'enfuit en disant que si elle le fait, sa famille aura des ennuis. L'impératrice dit que ce n'est pas un problème. YI rétorque que c'est facile à dire pour elle, mais tous les autres ici prétendront qu'elle est coupable. Alors que la police s'approche, elle explique que dans des situations comme celle-ci, tout ce qu'ils ont à faire est de dire la vérité. Mais YI attrape son bras en disant que ça ne marchera pas cette fois et s'enfuit, criant que s'ils restent, ils auront de gros problèmes. Pendant ce temps, le pauvre commerçant attend que quelqu'un le paie. Plus tard, alors qu'il se repose sur un pont, Yue remarque que c'est une bonne chose qu'il ait pratiqué ces techniques. Sinon, il n'aurait pas pu courir toute cette distance. Il est convaincu qu'elle n'était pas la méchante dans cette histoire, mais pense qu'elle doit être plus prudente. On voit ensuite un aperçu du passé de l'impératrice. Yove explique que dans son monde, les fausses accusations sont couramment utilisées pour ruiner les gens.
Les rumeurs sont toujours un mélange de vérité et de mensonge. Puisqu'elle n'aime pas s'expliquer et qu'elle ignore certaines choses sur le monde, elle finira toujours par avoir des ennuis. Au rythme où vont les choses et avec les problèmes qu'elle cause, elle deviendra la méchante de ce monde. Elle répond simplement qu'elle s'en fiche et qu'elle n'est pas très intéressée. YI déclare qu'à partir de maintenant, il surveillera chaque mot et chaque action qu'elle entreprendra. Si nécessaire, il veillera à ce qu'elle ne rencontre aucun problème. Soudain, l'impératrice se jette sur YI et lui demande s'il veut aller avec elle dans le monde d'où elle vient. Rouge, YI demande de quoi elle parle. Elle se rapproche, attrape son visage et révèle que le vrai nom de l'impératrice est Qing Ying. Dans la scène suivante, ils entrent dans la maison de YI. Il remarque quelque chose de blond sur le canapé et se demande qui c'est. Mais en s'approchant, il est surpris de constater que son ami a laissé une poupée gonflable sur le canapé. Il lui dit d'attendre un instant pendant qu'il nettoie l'espace. Plus tard, elle s'assoit, et il demande ce qu'il en est de l'appeler Qing Ying. L'impératrice explique que dans son corps, il y a une autre âme connectée à la sienne. Ainsi, le corps de l'Iméo contient l'âme de l'impératrice, mais l'âme de l'impératrice est également liée à une autre. Apparemment, en ce moment, cette âme connectée a pris la place du roi Yang. Elle explique que parce que l'un a bu de l'alcool, l'âme connectée a pu prendre le contrôle. Elle attrape son visage et dit que s'il peut aider Qing Yang, elle lui sera redevable pour toujours. Elle propose de lui transmettre toutes les connaissances qu'elle possède. Contrairement à la sorcière esclave qu'est l'impératrice, elle prétend posséder d'immenses connaissances. YI est toujours confus, essayant de comprendre où cette folle veut en venir avec ça. Il demande comment il peut l'aider. Elle dit qu'elle a besoin d'aide pour retirer le seau sur son épaule. En lui attrapant le bras, elle lui dit qu'elle va lui enseigner la technique pour l'enlever ou au moins en atténuer les effets. Notre ami dit que ça va. Il essaiera d'aider, mais elle n'a pas à s'inquiéter de le rembourser de quelque manière que ce soit. Il demande si tout ce qu'il doit faire est de frapper le seau avec de l'énergie, et elle répond oui. Au lieu de cela, il la frappe pour voir si elle va s'évanouir, murmurant à lui-même que cette affaire d'échange de corps devient hors de contrôle. La scène se déplace vers la famille, l'un frappant à la porte d'une maison. Une femme aux cheveux violets répond, disant qu'ils auraient dû recevoir le message que le maître ne se présenterait pas ce soir. L'un la rassure en disant qu'ils ne prendront pas beaucoup de son temps, expliquant que le maître Wang est arrivé en ville et qu'ils ont préparé un banquet. Cependant, ils ont remarqué qu'un autre aîné n'était pas présent et se sont inquiétés de sa santé. La femme dit que le maître va bien, ils n'ont pas à s'inquiéter. Elle claque la porte au nez, laissant Lin Wei frustré parce qu'il voulait juste transmettre un message. Le groupe grogne que le vieil homme complique vraiment leur vie. Lin Wei leur conseille de se calmer, leur rappelant que personne dans la ville ne peut s'opposer au maître Wan. Il s'en va, les exhortant à ne pas endommager leur relation avec la famille Wang. La femme rentre dans la maison et dit au maître qu'elle a renvoyé les visiteurs. Il la remercie, disant qu'il aurait pu les rencontrer mais préfère passer du temps avec sa petite fille. Cette petite fille, Xiao Tu, demande pourquoi il la traite comme ça. Son grand-père dit que c'est parce qu'elle n'arrêtait pas de parler de sa défaite contre un jeune homme qui avait pratiqué beaucoup moins qu'elle. Elle s'excuse mais insiste sur le fait que YI est impressionnant, et son grand-père comprendra quand il rencontrera le garçon. De retour chez YI, l'impératrice remarque qu'elle n'aurait jamais pensé vivre une journée comme celle-ci. YI dit que c'est grâce à l'alcool moderne. Elle remarque un bleu sur son front et demande ce qui s'est passé. Il esquive la question, disant qu'elle a dû se cogner la tête accidentellement quelque part. Il lui tend quelque chose à boire, plaisantant en disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait une si faible tolérance. Elle explique que c'est parce qu'elle a vécu peu de choses dans ce corps mortel. Alors qu'elle s'apprête à boire, YI pose des questions sur les deux personnalités et la personne nommée Qing Ying. L'impératrice recrache la boisson et demande s'il a vraiment rencontré Qing Ying. YI répond oui et explique que la femme s'est présentée comme un esprit piégé dans son corps cherchant de l'aide pour s'échapper. L'impératrice confirme que c'est vrai. Qing Ying est un esprit qu'elle a emprisonné dans un artefact pour continuer à le renforcer. YI demande si elle est sérieuse et se demande comment quelqu'un vole l'esprit d'une autre personne. L'impératrice explique que cela implique d'éplucher la peau de la personne alors qu'elle est encore vivante, d'extraire le liquide céphalorachidien et d'utiliser une torture sans fin pour séparer l'âme du corps et la sceller dans un artefact. Elle demande ensuite à YI s'il regrette d'avoir sauvé la mauvaise personne. Il se détend et dit non. Il a fait le bon choix. Au moins en l'aidant, il sait ce qu'elle veut. Mais avec Kim Yang, il n'a aucune idée de ses intentions. L'impératrice dit qu'il a pris une sage décision car si Kim Yang s'était réveillé, elle l'aurait tué. YI se demande de quoi elle parle et pourquoi il a l'impression qu'elle le trompe. Maintenant, elle se plaint de douleur à l'épaule, et YI, toujours opportuniste, propose de lui faire un massage. Mais son ami Wu entre, les voit tous les deux et accuse YI de mentir en disant qu'il travaille tard alors qu'il est clairement à la maison. Wu remarque que YI a amené l'impératrice et dit immédiatement qu'il va partir pour qu'ils puissent avoir l'endroit pour eux seuls. Cependant, il attrape YI avant de partir, lui demandant s'il fait des choses d'adulte devant la poupée sur le canapé. YI le repousse, lui disant d'arrêter de laisser la poupée gonflable traîner. L'impératrice, quant à elle, mange calmement la nourriture que Wu a apportée.
Wu demande si elle est vraiment la patronne de YUI. Lorsqu'YUI le confirme, Wu commence à lui offrir des choses avec enthousiasme. Il fouille dans un tiroir et lui demande d'attendre un instant. Sortant un sac suspect, il dit qu'il contient des bonbons qu'il a achetés il y a 3 jours et qu'il veut les lui offrir. YUI demande pourquoi Wu a caché les bonbons dans une chaussette sale. L'impératrice les regarde se disputer, disant que cela lui semble étrangement familier. Plus tard, Wu était à genoux, implorant YUI, disant qu'il voulait assister à un célèbre spectacle de célébrités demain. Le problème était que les billets étaient épuisés, mais Wu savait qu'elle travaillait pour la Ling Corporation. YUI lui dit d'arrêter de suivre ces célébrités d'Internet, lui rappelant la dernière fois qu'il a dépassé le plafond de sa carte de crédit. Mais Wu répond que YUI ne comprendra jamais ce qu'est le véritable amour. Il affirme qu'il la soutient sans rien attendre en retour. YUI répond seulement qu'il connaît trop bien son ami. Wu montre ensuite une photo de l'artiste et promet de ne pas s'inquiéter. Il s'assurera que Wu obtienne un billet. Quelque temps plus tard, l'impératrice écrit des talismans. Wu demande si elle est folle, et YUI explique avec désinvolture qu'elle est allée aux montagnes Longu et qu'elle aime faire ça. Miu lui envoie une canette et lui dit d'y injecter de la vraie énergie, mais YUI, étant prudente, veut d'abord savoir ce que ça fait. Elle explique que c'est quelque chose de simple pour l'aider à accumuler plus d'énergie. Comme il est sur le point de progresser, cela pourrait être très utile. Il demande si les cieux le puniront pour l'avoir utilisé, et elle répond qu'il est loin d'être assez important pour attirer ce genre d'attention. Elle se lève ensuite et dit qu'elle va aussi cultiver car elle ne peut pas se permettre de perdre du temps. YUI pense que c'est l'occasion idéale d'aller voir une célébrité internet avec son ami. Le lendemain, l'événement a lieu. Dong du travail, le bouc émissaire évident, était celui qui a obtenu les billets pour YUI. Il les lui remet et part en disant à YUI de s'amuser. Wu le remercie, l'appelant un vrai frère. Sur le lieu de l'événement, YUI demande de quoi il s'agit. Wu explique que c'est pour promouvoir les méfaits urbains pendant une journée, mais il ajoute rapidement que l'événement lui-même n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur scène. La célébrité remercie tout le monde de la soutenir autant. Wu a demandé à YUI si elle n'était pas la chose la plus mignonne qu'il ait jamais vue. YUI est d'accord mais ajoute qu'une femme ne compte bientôt plus que sur son apparence. La fille entend cela et ne semble pas enchantée. Puis un autre homme monte sur scène, et elle dit qu'ils doivent soutenir tous les fournisseurs et construire une meilleure ville ensemble. Elle enlève sa sandale et marche vers l'homme comme si elle planifiait quelque chose de sinistre, disant que ceux qui n'écoutent pas les conseils méritent une punition. Wu, naturellement, se met à crier qu'il veut être puni aussi. L'homme au sol semble apprécier, et YUI remarque que quelque chose cloche. Soudain, l'homme lui mord le pied, et la fille lui demande s'il n'est pas acteur. YUI lance Wu en avant, disant qu'il va l'aider. L'homme continue de dévorer son pied jusqu'à ce que Wu le percute, lui disant de reculer. Les deux hommes échangent des regards noirs pendant une seconde avant de se faire frapper au visage. La foule se précipite en avant, criant de ne pas toucher à Yan Yan. Mais Yan Yan ignore tout le monde et s'approche de YUI, le remerciant d'être intervenu à temps. Émue, elle dit que sans lui, elle ne sait pas ce qui se serait passé. Wu, déjà sous le charme, murmure qu'il est difficile de résister à son charme. Cependant, les personnes à proximité ont remarqué quelqu'un d'autre tenant sa main et se sont précipités en avant, disant à YUI de lâcher prise. YUI essaie d'expliquer que quelque chose ne va pas, mais il ne semble pas non plus pouvoir lâcher prise. Yan Yan lui demande si elle est plus forte qu'il ne le pensait, tandis que YUI se demande pourquoi elle le taquine. Elle finit par lâcher sa main et dit qu'elle est sûre qu'il peut gérer ça, mais YUI ne veut pas s'impliquer dans cette folie et s'enfuit. Plus tard, il est dans une ruelle, épuisé d'avoir fui ses fous. C'est alors qu'un homme en costume apparaît, disant qu'il l'a enfin trouvé. YUI demande à l'homme d'être raisonnable, expliquant qu'il n'a rien fait de mal. C'est Yan Yan qui est folle. Mais avant qu'il ne puisse finir, l'homme lui tranche simplement la gorge. YUI demande qui essuie, mais l'homme est plus intéressé par la façon dont YUI a esquivé l'attaque. Maintenant, il est convaincu que YUI est impliqué dans la mort du fils du vieil homme. YUI réalise que l'homme a la même énergie que ceux qui l'ont attaqué auparavant. Il charge sur l'homme en utilisant un pas instantané pour se placer derrière lui et lui asséner un coup de poing qu'il envoie contre le mur. YUI s'approche, une main dans sa poche, et dit qu'il lui a laissé quelques côtes intactes parce qu'il a besoin d'informations. Soudain, YUI est presque touché par un orbe noir et est projeté en arrière. Un homme chauve apparaît et demande pourquoi YUI est si rapide. Deux autres apparaissent derrière lui, disant qu'il vaut mieux les éliminer ensemble et se partager la récompense plus tard. YUI n'est pas sûr de pouvoir gérer 3 adversaires à la fois. Juste à ce moment-là, Wu apparaît, disant qu'il l'a enfin trouvé et le remercie de l'avoir jeté sur Yan Yan. Mais ensuite, Wu remarque tous les hommes qui les entourent et demande s'il est arrivé au mauvais moment. L'homme chauve répond, non. Tu es arrivé au moment parfait. Wu est presque écrasé, criant à l'aide et demandant ce qui se passe. YUI frappe l'homme chauve, mais sait que les choses se sont compliquées car il doit maintenant protéger quelqu'un d'autre. Il dit à Wu de courir vers lui, mais 2 autres hommes apparaissent, déclarant que personne ne repartira vivant. Soudain, un nuage de fumée remplit l'air.
Dans la confusion, l'un des hommes donne accidentellement un coup de genou à son allié. Il s'excuse, et l'autre lui dit de faire attention. En regardant autour d'eux, ils ne trouvent pas où sont passés YI et O. Yan apparaît soudainement et sauve YI. Un peu plus tard, ils sont tous épuisés, et Yan dit que cet endroit est assez sûr. Elle explique que ces hommes sont de la Légion Marshall mais n'oserait pas les poursuivre ici. Wu est étendu sur le sol, disant qu'il n'arrive pas à croire qu'il a été sauvé par sa déesse. Yub se présente à Yan et dit qu'il lui doit une faveur, mais elle lui demande simplement de n'en parler à personne car elle ne veut pas se faire une réputation. Wu, maintenant sous le charme, se demande comment il a pu penser un seul instant qu'elle pourrait être un démon. Soudain, Yan change d'expression et demande s'il peut l'entendre. YI demande, entendre quoi? Elle dit, évidemment, c'est le bruit de ton cœur qui bat. Elle explique qu'il vient d'être sauvé par une fille admirable, modeste et au bon cœur qui ne demande rien en retour. Sûrement, il doit penser qu'elle est parfaite comme future épouse. C'est pourquoi son cœur bat la chamade. À ce moment-là, YI réalise que cette fille est folle. Plus tard, au parc, YI demande pourquoi, si elle est si douée, elle ne s'est pas défendue contre le gars sur scène. Elle explique que c'est la politique de l'entreprise. Elle doit paraître vulnérable et faible. C'est la seule façon d'être quelqu'un que tout le monde veut protéger. Yu pense en lui-même que son pauvre ami est toujours trompé. Il laisse tomber et pose des questions sur la Légion des artistes martiaux. Yan est surprise qu'il ne sache pas et explique qu'il s'agit d'un groupe d'assassins qui, bien sûr, utilise les arts martiaux. C'est une organisation souterraine bien connue. Mais s'il veut en savoir plus, il devra assister à davantage de ces événements. Elle lui offre une réduction s'il le fait. Shigen dit qu'elle lui accordera une réduction de 20% s'il se décide rapidement. Trop tard. YI est déjà de retour en ville, réalisant qu'il doit devenir plus fort à cause de cette étrange légion. Il se souvient que Miyoke a mentionné qu'il aura besoin d'un jade spirituel et décide de l'appeler. Elle lui dit d'aller dans une boutique de jade, d'injecter de l'énergie dans les pierres, et il saura laquelle est spirituelle. Avant qu'il ne puisse en dire plus, elle dit qu'elle doit retourner à sa pratique et raccroche. Yumi se souvient qu'il a gagné une récompense pour avoir choqué ces gars dans la ruelle. Il semble s'agir d'une technique de pénétration, bien qu'il n'ait aucune idée de ce que cela signifie. Pour la tester, il l'utilise et regarde une femme, réalisant qu'il s'agit d'une technique de pénétration visuelle qui lui permet de voir son squelette. Pas impressionné. Il se plaint que le système semble vouloir le transformer en médecin orthopédiste. Plus tard, la scène se déplace vers un marché d'antiquités. Des hommes regardent YI injecter de l'énergie dans des pièces de jade, les purifiant au passage. Le commerçant lui demande s'il a une sorte de fétichisme du jade puisqu'il bave dessus. YI demande le prix. Le commerçant loue son sens de la qualité et dit que ce morceau de jade vaut 2 millions. Gêné, YI répond que le jade est encore plein d'impuretés, alors il ira voir ailleurs. En partant, il murmure que ce type vole plus ses clients qu'une banque. Soudain, Xiaotu voit YI et lui demande ce qu'il fait là. Il explique qu'il cherche une amulette de jade, et elle dit que c'est une coïncidence puisqu'ils le sont aussi. Elle le présente à son grand-père, en disant que c'est le type dont elle a parlé l'autre jour. YI salue le vieil homme qui se présente comme Wang. Wang mentionne qu'il a entendu Xiaotu dire à quel point YI est fort et comment il l'a vaincu dans un combat. Pour cette raison, il aimerait inviter YI à un duel. Cependant, YI veut immédiatement refuser, disant que le vieil homme exagère. Wang s'excuse, disant qu'il est devenu curieux et a agi de façon imprévisible. Xiaotu leur dit qu'ils s'en vont et dit qu'ils peuvent jouer quand ils en auront l'occasion. Alors que YI regarde le vieil homme s'éloigner, Wang essaie soudainement de le frapper, mais YI est prêt. YI demande si Wang n'est pas trop vieux pour utiliser des sales tours comme celui-ci, tandis que Xiaotu a l'air alarmé, demandant ce que fait son grand-père. Wang déchire sa chemise alors que ses muscles gonflent, disant qu'il ne laissera personne voler l'admiration de sa petite fille. Il dit à Yu de se préparer car aujourd'hui, il découvrira la force de la sagesse. Il se prépare brièvement avant que Wang ne lance une rafale de coups de poing à YI. Xiaotu supplie leur grand-père de se calmer, disant que ce n'est pas si grave. Mais YI répond que Naoni doit se battre pour sa dignité. Wang complimente les compétences de YI, mais dit qu'il est encore loin de mériter l'admiration de Xiao 2. Xiao 2 s'enfuit, disant qu'elle devra trouver Serlin pour arrêter ça. Wang bondit sur YI, activant un coup de poing enflammé. YI parvient à le bloquer, mais a du mal à trouver une ouverture pour une contre-attaque. Puis il se souvient de la technique de pénétration. Alors que Wang se rapproche, demandant si YI ne peut pas suivre, YI combine la technique de pénétration avec le point céleste et place un coup de poing directement sur le point faible de Wang. La combinaison de techniques fonctionne mieux que ce à quoi YI s'attendait, et le système le félicite, débloquant le point de pénétration. YI charge sur Wang, disant qu'il est temps de contre-attaquer. Wang sourit, disant qu'ils vont régler ça avec un coup de poing. YI remarque que le point faible de Wang est sur son épaule, mais, malheureusement, Wang esquive. Wang se moque de lui demandant s'il est à court d'énergie. Wang porte un coup solide à l'estomac de YI,
le faisant cracher du sang et s'effondrer. Wang époussette ses mains en disant que YI a besoin de plus de pratique. Le temps passe et YI se réveille en se demandant ce qui s'est passé. Soudain, une silhouette vêtue de vêtements particuliers s'approche. C'est l'impératrice. Elle remarque qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il aime dormir dans la rue. YI, embarrassée, se lève et demande pourquoi elle est là. Elle explique qu'elle a entendu parler de quelque chose qui se raffinait dans le fourneau et qu'elle voulait vérifier. Elle s'accroupit dangereusement près de YI et commence à déboutonner sa chemise. Elle dit qu'elle vérifie juste les blessures internes et conclut qu'il va bien. Se relevant, elle lui conseille de retenir la leçon que tous les ennemis ne peuvent pas être vaincus. C'est pourquoi il doit choisir ses batailles avec plus de sagesse. Lui essaie d'expliquer qu'il n'avait pas le choix puisque le vieil homme l'a attaqué en premier. Il se souvient avoir remarqué une blessure à l'épaule de Wang pendant le combat et avoir pensé à la cibler. Cependant, il a décidé de rater exprès parce que blesser le vieil homme trop gravement pourrait ruiner sa réputation. Il remarque qu'elle semble légèrement inquiète pour lui et lui demande si elle a peur de perdre son disciple. Elle répond en lui disant de ne pas la toucher avec ses mains sales. Pendant ce temps, Wang se demande où est passé YI. Il admet que le garçon était plus fort qu'il ne l'avait prévu, surtout ce dernier coup de poing, qui semblait dangereux. Cependant, Wang est confiant que ses propres capacités sont supérieures et qu'il a esquivé facilement les attaques de YI, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Son épaule est complètement détruite de toute façon. Soudain, Xiaotu apparaît avec Sir Ling. Wang a l'air surpris et Ling demande « Où est le com ?» La scène se déplace vers la cour de la maison du maître Wang. À l'intérieur de la pièce, l'aîné s'occupe de grand-père. Xiaotu demande à l'un si grand-père va bien, tandis que le médecin explique qu'il a arrêté le flux d'énergie et supprimé le danger de mort. Cependant, cette blessure à l'épaule provient d'une vieille maladie. Le grand-père tout piqué leur dit de ne pas s'inquiéter. Le vieil homme ne va pas mourir. Pendant ce temps, Lin remercie le grand gaillard qui dit qu'il va prendre congé et qu'une autre personne l'appelle déjà. J'avais oublié que les proportions de cette fille rose sont particulières. N'est-ce pas? Et elle est là à pleurer à côté de grand-père, inquiète. Cependant, il lui dit d'arrêter ça car il doit se préparer pour un match classé. La fille est un peu confuse. N'est-ce pas? Le gars est le roi de la faille de l'invocateur. Lindgren veut savoir si le combat à l'extérieur était bon. Choutumant en disant que ce n'était qu'un petit entraînement pour que le vieil homme s'amuse. Cependant, il est évident qu'elle se fâche, disant que le gars s'est évanoui pendant ça. Le vieil homme lui dit de se calmer. Tout le monde sait déjà que c'est elle qui dirige cette famille. Cependant, elle continue d'être en colère, disant qu'elle vieillit et qu'elle ne sera plus jeune. Grand-père dit, « Oh, ma fille, tu vas avoir 30 ans. Tu n'as pas été jeune depuis longtemps. » Cependant, à ce moment-là, un type entre en annonçant que les lins et marraines sont venus rendre visite. La femme est déjà sûre que ces types complotent quelque chose, et le vieil homme lui dit de jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe. Si quoi que ce soit, dites simplement qu'il a entendu sa main et qu'il ne veut voir personne. Cependant, elle sait que ces types ne croiront pas ça, mais quand même, ils se détournent. Alors qu'elle quitte la pièce, le type derrière informe que le jeune homme des images a été vu pour la dernière fois au marché de pierre. Pendant ce temps, Xiaotu, sur le point d'exploser à tout moment, dit qu'il est vraiment têtu. En outre, il serait bon que ce garçon fasse profil bas et n'attire pas trop l'attention. Dehors, des types parlent, voulant savoir si la situation du maître Wang est grave. L'un d'eux se plaint que juste au moment où la collaboration était sur le point de fonctionner, le vieil homme fait une cascade comme celle-ci. Le gars veut rejoindre la famille Liu, mais l'ami dit qu'il est encore trop tôt. Sans oublier que le manager était juste une femme vraiment agaçante et que les cheveux étaient une fille. Celui à l'arrière veut savoir maintenant que la famille Liu est réprimée à cause du maître Wang. Que va-t-il se passer? Celui Y, cependant, pense que c'est l'occasion idéale. Le gars est sur le point de mourir, et bientôt quelqu'un reprendra ce leadership. Ce serait formidable d'être aux côtés de cette personne. Cependant, le type musclé nommé Son Abio dit qu'il a apporté des pilules pour le maître, et il appelle l'équipe, disant qu'il serait bon pour eux de rendre visite au vieux Wang. Tout le monde est méfiant. Tout le monde sait que ce guide vient de la faction rivale. Et à ce moment, deux gardes apparaissent et disent qu'en ce moment, personne ne peut entrer dans la cour du chef. Avio s'irrite et dit au gars de se pousser tout de suite. Évidemment, une bagarre est sur le point d'éclater pendant que tout le monde regarde pour voir ce qui restera de la famille. Avio avance, disant que s'il refuse le médicament qu'il a apporté, c'est parce qu'ils veulent voir le vieil homme mort, et il ne le permettra pas. Il dit au groupe de le suivre et commence à donner des coups de poing à tout le monde. Juste à ce moment-là, Lindgren apparaît à la porte portant une boule de feu et la lance en direction des gars. Ils sont impressionnés qu'elle se soit réellement présentée, et elle ne semble pas vouloir se faire des amis et veut savoir s'ils sont vraiment là pour causer des problèmes. Hui Pao est confus. Cette fichue fille n'était pas censée être aussi forte. Il est tout amical. Mademoiselle Ling alors. N'est-ce pas? Je suis venu dire ça. Cependant, elle ignore tout ce qu'il avait à dire et passe devant. Ling avertit tout le monde de partir car le maître va bien et ne veut pas de visiteurs. Mais ensuite, le grand gars se regarde, et le vieil homme à gauche demande ce qui est arrivé au vieux Wang. Random invente qu'il a joué toute la nuit,
qu'il a une tendinite, et c'est pourquoi il ne peut voir personne. Cependant, le gars de la famille Pan est sûr que ce doit être quelque chose de pire que ça. À ce moment, le gars en costume bleu s'avance et dit que tout va bien. Il est juste là pour informer de quelque chose. Alain lui dit de le dire rapidement, et il avertit que, malheureusement, la famille Tian a quelques problèmes, et c'est pourquoi leur partenariat a été annulé. Il leur a demandé de comprendre tout en pensant qu'il n'y a aucun moyen qu'ils restent coincés avec ce vieil homme mort. L'un répond simplement que tout va bien, et tous ceux qui veulent se retirer sont les bienvenus. Évidemment, les faux commencent à dire « Oh, mes affaires ne vont pas très bien, n'est-ce pas? Nous ne pourrons pas vous soutenir. » Alain se retourne simplement et dit que ce n'est pas grave. Elle n'a plus besoin de leur argent, et tout ce qu'ils veulent peut être rendu. Cependant, en même temps, elle se demande ce que pense le vieil homme. Mais au final, c'est évident. Chacune de ces familles a ses intérêts, et en ce moment, ils ne sont pas alignés. Pendant ce temps, le vieil homme dit aussi à Shaw que ceux qui dépendent de sa famille montrent toujours leur vraie couleur dans les moments difficiles. À l'avenir, elle saura à qui faire confiance et qui ne pense qu'à soi. Tout tordu, elle le complimente, voulant savoir si c'est son grand plan, alors qu'il admet qu'il avait peur de Ling. Cependant, maintenant qu'il a vu la situation se dérouler, il a un nouveau plan. Le problème est que Ling sait que les motifs du vieil homme sont sincères, et ces salauds en profitent juste. Ravière, cependant, est à l'écart en pensant que le patron a passé des décennies à recueillir des informations, et maintenant il pourra enfin tout tester. Soudain, il met la balle dans sa bouche, et, mec, il semble qu'il ait aimé ça, disant que la sensation était incroyable. À ce moment-là, il a hâte de découvrir la vérité sur le patron Liu Kang, sorti de nulle part, le protagoniste apparaît là avec le laissez-passer de l'ombre. Le système détecte déjà une crise, active la barrière et le gars est repoussé. Notre garçon n'a aucune idée de ce qui se passe. Il est juste apparu de nulle part, et le gars est au sol. Soudain, une voix dit qu'il est enfin arrivé, et tout le monde la reconnaît comme le destin du maître. Ils savent que c'est la capacité de transmission d'énergie vitale. Pendant ce temps, Ling veut savoir si cela fait partie du plan du vieil homme. Xiao Shu est déjà tout en désordre appelant notre garçon, lui disant d'entrer rapidement. Pendant ce temps, les gars à l'extérieur veulent savoir pourquoi ce type se présente à nouveau là-bas. La scène se déplace ensuite à l'hôpital de la ville où quelqu'un ronfle. Le gamin blond informe que l'état de l'oncle s'améliorait, alors il s'en va. Luffy, cependant, son père lui dit de rester là et dit que quiconque a fait ça au visage de sa fille paiera cher. À ce moment, le gars en costume bleu apparaît disant qu'Avio a envoyé un message disant « Samping va bien ». Et le plus étrange est qu'il semble que toutes les familles respectaient un certain Liu Wei que personne ne connaît. Le père dit que ce n'est pas grave. Il n'a jamais entendu parler de lui, tandis que le blond veut savoir pourquoi encore, et c'est ce fichu gamin. Le patron lui dit d'expliquer qui est ce fou. Pendant ce temps, Ling dit à notre garçon d'entrer. Il entre tout sourire, leur disant d'attendre un peu car un de ses amis arrive. Le type costaud, pauvre chose, tombe au sol tout amoché, disant que rien ne l'empêcherait de servir le patron Liu. Cependant, je ne sais pas si c'est un truc ou une faveur, mais notre cher patron arrive en marchant sur la tête du fou. Bao 11 a grandi, disant à notre garçon qu'il mérite une punition divine. Le protagoniste fait une course Naruto et décolle. Tout maladroit, il demande si elle n'était pas pressée. Le roi Niang, cependant, était là à regarder autour de lui pendant que Ling observe et réalise qu'elle ne peut pas sentir la présence de cette femme. En effet, l'existence de Liu Yui n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Elle dit à tout le monde d'entrer maintenant que son ami est arrivé. Déjà dans la pièce, Xiao Tu voit le nouvel ami de notre garçon et va l'accueillir en servant du thé. Même le patron est impressionné par la taille de cette fille. La fille était sur le point d'exploser, vraiment. Le protagoniste demande alors comment se sent le vieil homme. Il a senti que quelque chose n'allait pas dans le combat. Le vieil homme dit, oui. Il sait que le garçon s'est retenu lors de l'attaque pour ne pas le blesser, mais tu dois t'inquiéter. Il va se rétablir. Xiao Tu est soulagé de savoir que la blessure n'était pas de la faute du protagoniste. Leng, cependant, dit que ça n'a pas d'importance. Elle devrait arrêter de faire l'innocente alors qu'elle fait des crasses dans le dos de tout le monde. À ce moment-là, le boss regarde une photo sur le mur, et le vieil homme raconte que sa famille a une longue tradition martiale et un passé militaire. Tous les ancêtres se sont battus pour défendre le pays, et avec le temps, la famille a acquis pas mal d'influence. Ling dit que c'est vrai, et c'est pourquoi les autres familles s'intéressent tellement à lui, juste à cause de ce genre d'influence. Maintenant, le protagoniste comprend pourquoi ce vieil homme fait tout ça, et Ling pense que le fait que le vieil homme connecte Shotu avec le garçon faisait aussi partie de son plan. Tout cela pour s'assurer qu'il n'était pas l'un des traîtres qui ne s'intéressait qu'à la destruction de la famille. Elle pense que le vieil homme, Wright, a élaboré un grand plan d'échec en 4 dimensions, mais, évidemment, Wright, ça n'a aucun sens. Et le vieil homme dit à notre garçon que ces types portent tous des masques alors qu'il est beaucoup plus facile de négocier directement avec lui. Mais le protagoniste trouve tout cela très suspect alors que le maître pense déjà qu'il sera bientôt capable de contrôler ce jeune homme. Le vieil homme en profite à la fin,
et le garçon le remercie quand même. Cependant, Kim Nian commente que, pour elle, le protagoniste semblait être une cible. Shutu ne comprend pas. Elle dit que c'est bien que le vieil homme ait eu beaucoup de pouvoir, mais c'était il y a longtemps, et sa réputation s'estompe, et tout le monde quitte le navire. Et maintenant, il voulait utiliser le protagoniste comme une sorte de bouclier. Yue et Ling sont là un peu confus, et l'autre pense déjà que peut-être, vraiment, cela avait un peu de sens. Le protagoniste se rend compte que s'il était comme une sorte de barrière devant l'autre famille, il révélerait toutes les faiblesses de l'ennemi. Alors que Xiao Desu est en colère et demande à son grand-père s'il avait vraiment prévu ça, le vieil homme est tout effrayé maintenant, voulant savoir qui est cette femme qui est apparue soudainement. Il vient d'apparaître, et il avait déjà le sentiment qu'elle était gigantesque, ce qu'elle est, et pourquoi il était contrôlé par elle. Elle lui lance juste un regard noir, et le vieil homme essaie de s'expliquer, disant qu'elle va trop loin. Il semble même que le vieil homme ait prévu tout ça. Ensuite, il dit à notre garçon que quoi qu'il veuille, il n'a qu'à demander, qu'ils sont amis. Et Xiaotu dit la même chose à notre garçon, disant qu'elle garantira n'importe quel souhait. Le protagoniste s'arrête pour réfléchir et sait que la famille Wang est une lignée d'artistes martiaux. Donc, s'il voulait des techniques empruntées dans n'importe quel domaine pour lui, ce serait suffisant. Le vieil homme, cependant, prévient que les techniques importantes au point flamboyant ne peuvent pas être partagées. Et même avec Shutu qui pleure, il assure que celles-ci ne peuvent être transmises à personne. Le protagoniste a dit que c'était bien. Même si ce n'était pas des techniques si précieuses pour lui, c'était plus que bien. Mais alors Kim Yeon commente au sujet de certaines fleurs qu'elle a vues dans le jardin. Elle sait qu'elles sont utilisées dans la nourriture, le vieil homme dit que oui, ce sont des fleurs rares qui sont cultivées une fois tous les 1000 ans. Les graines sont très précieuses, mais il peut les planter où il veut. Le protagoniste est un peu confus alors que le vieil homme fait l'offre. Étrangement, l'impératrice accepte tout de suite et dit que c'est bien alors. Le protagoniste trouve ça étrange parce que pourquoi elle va si loin juste pour une plante qui est utilisée pour la cuisine? Mais que peut-il faire? La femme a appuyé sur le W et ne lâche pas, s'est éloignée. Il fait signe au revoir au vieil homme en disant qu'il s'en va. Link critique le vieil homme en disant qu'il a planifié, et quand il a pensé qu'il avait gagné, il a perdu les techniques et a aussi perdu quelques graines. Xiaotu, d'un autre côté, dit que le vieil homme doit arrêter d'être aussi égoïste. Cependant, il répond qu'il doit être prudent. Il ne comprend pas de quoi parle cette femme. La scène se déplace ensuite à la maison du protagoniste où cet ami à lui du début apprécie le livestream de Zion Chan. Il pense que c'est le protagoniste qui arrive et dit « Ua, tu peux payer le loyer ce mois-ci, mon pote ?» Cependant, en réalité, il y a 4 gars sur son dos, et immédiatement, il l'attrape et met le gamin à genoux. Les gars demandent si c'est le loser, alors que le pauvre gars potelé avertit qu'il est bon de le laisser partir maintenant. Sinon, il devra tous les tabasser. Le boss, cependant, ordonne juste d'emmener ce gamin maintenant, alors que le protagoniste est dans la forêt en disant que dans cet endroit, il y a assez de plantes pour qu'elle mange pendant 1 ou 2 années entières. Mais pourquoi elle veut tellement ça? Le boss dit qu'elle est idiote de penser qu'elle est vraiment la juste pour la nourriture et avertit que ces fleurs de caroube, j'ai dû traduire parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est et je ne sais toujours pas, ont poussé sur des troncs qui étaient essentiels pour créer des pilules pour stimuler l'énergie. Donc le protagoniste se rend compte que le vaurien a mentionné les fleurs, mais, en fait, elle a pour le tronc, ce qui signifie qu'elle a fait un coup rapide au vieil homme. Le protagoniste dit qu'il a compris et demande si c'est une façon pour elle de retrouver la force qu'elle avait autrefois. Cependant, elle révèle qu'elle est incapable d'attirer de l'énergie dans son corps du tout. À ce rythme, les chances étaient minimes, et c'est pourquoi cette pilule qu'elle raffine est en fait pour notre garçon. Son plan est d'emmener notre garçon dans ce royaume céleste. Et tout ce qu'elle demande, c'est que quand il sera assez fort, il la ramène aussi dans son monde. Liu Yue était tout confus. N'est-ce pas? Comment est-il censé la faire revenir dans son monde? Rien de tout cela n'a de sens. Mais ensuite, il se ravise en disant que parfois, il oublie qu'elle n'est vraiment pas de ce monde. Elle, cependant, tend la main et demande comment l'histoire va se dérouler sans protagoniste. Le garçon, cependant, sait que si ces immortels existaient vraiment, ils sont plus éloignés que les humains ne le sont des gorilles. Il ne pense pas qu'il sera capable de le faire, mais elle prévient que ce qui existe au-dessus du céleste ne sont que des rumeurs. Et même si la distance était énorme, elle lui faisait confiance, il devrait donc lui faire confiance. Elle se rapproche. Le garçon est tout rouge alors qu'elle dit qu'elle fera de son mieux pour aider. Quand il atteindra ce niveau, traverser le vide sera aussi facile qu'un mouvement de la main. Alors notre protagoniste a déjà souri, a dit que c'était génial, alors allons-y. Oh, ma fille de côté comme ça. Ses cuisses géantes. N'est-ce pas? La scène se déplace ensuite à la société Forestry Media où il y a une fille avec de petites boîtes cadeaux. Un gars potelé dit que seul Yue pouvait s'assurer que tant de ginseng millénaires étaient distribués gratuitement comme ça. Et un autre est choqué qu'il y ait un équipement de réalité virtuelle là-bas, qui était une nouvelle sortie. Quelqu'un demande à Monsieur Lin ce que Yue a fait exactement pour gagner tout cela de la part de l'entreprise.
Il répond qu'ils devront demander, et juste à ce moment-là, notre garçon arrive à la porte. Au moment où il l'ouvre, avant même de dire bonjour, le type grassouillet veut déjà emprunter un VR. Tout le monde est confus, ce qui surprend tout le monde. La secrétaire, qui s'emballe, informe déjà que plusieurs entreprises sont venues lui offrir des cadeaux. Le mec à la tête d'ampoule dit « Waouh, ouais, t'es le meilleur. Ne nous cache rien. » Pendant que le chaman idiot dit en arrière-plan, ce fils de pistolet de attire encore l'attention. Pauvre protagoniste. Il vit sa vie, et ce type subit les dommages collatéraux. Le protagoniste s'arrête pour réfléchir et est sûr que ce doit être le vieil homme de la famille Wang. Et puis il dit à tout le monde de prendre des cadeaux et de remercier les patrons au travail. Tout le monde se tourne vers Qiang Niang et l'un et les remercie, en disant qu'ils sont incroyables. Shannon se détend en disant, au final, cet idiot est juste un employé comme les autres. Il est le seul à pouvoir appeler Xiaofian Kiki. Cependant, au milieu de l'euphorie de ce blond, le frère de Xiaofian, Wright, dit que notre garçon doit arrêter d'être aussi timide. Plusieurs personnes de la famille veulent déjà les mettre ensemble. Maintenant, le blond est confus. Que voulez-vous dire par mettre ensemble? Et puis le frère annonce également que YI est maintenant le directeur et le plus grand actionnaire de l'entreprise. Tout le monde là-bas est un peu confus et en même temps félicite le protagoniste. Et l'un dit que c'était le souhait de l'aîné, maintenant ils n'ont même plus besoin de formalités entre eux. Le protagoniste, regardant le patron, pense juste que personne n'a même remarqué qu'elle n'est plus la même personne, et le système lui donne quelques points supplémentaires pour avoir laissé tout le monde au travail sous le choc. Ensuite, la géante leur dit de partir, mais le protagoniste lui demande d'attendre, voulant savoir où elle va. Elle dit juste que rester là, c'est comme être près d'un tas de mouches, et leur bourdonnement est ennuyeux. Apparemment, elle a utilisé les noms des gars, et ils disent qu'elle est vraiment beaucoup plus douce ces derniers temps. La pauvre chose a vraiment humilié tout le monde, tandis que Shimon déchire le sol, voulant savoir pourquoi tout le monde traite Y comme ça. Dans la pièce, le protagoniste demande ce qu'elle a besoin d'autre pour faire cette soi-disant alchimie, qu'il irait chercher tout. Cependant, le grand dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter autant. Le plus important est la coquille, ils vont donc se concentrer sur le déjeuner. À ce moment, son téléphone sonne, et à l'autre bout du fil, quelqu'un crie à l'aide, disant qu'ils ont été kidnappés et qu'ils sont dans un bar de la Lune Noire. Ah, c'est le type grassouillet de l'appartement, et le protagoniste dit qu'il n'ira jamais. Que ce type grassouillet se débrouille tout seul. Il veut juste voler mon argent. Cependant, l'ami offre un CD exclusif du fan club pour convaincre le protagoniste. Notre garçon est sûr que son ami n'offrirait pas quelque chose comme ça, il est donc dans l'embarras. Pendant ce temps, l'idiot aux cheveux blonds écoute juste, disant que c'est ce qui arrive à ceux qui offensent la famille Lou. La scène se déplace au bar de la Lune Noire, les lapins sont tous excités. À genoux, les types grassouillets souffrent. La souffrance de l'homme sauvage. Peut-être que j'ai sauté des étapes avec mes mots. Quand l'artiste est à court d'idées, il ne dessine pas les vêtements, il peint juste le corps à la place. Elle ordonne au type grassouillet de lever la tête, et dès qu'il le fait, elle utilise un pouvoir étrange qui semble perturber les souvenirs. Elle lui demande s'il se souvient de quelque chose, et il répond qu'il ne se souvient de rien parce qu'il a perdu connaissance lorsqu'il a été kidnappé. Elle lui dit ensuite de tout raconter sur cette personne sans révéler qui il est. Le type commence à parler de la façon dont ils sont proches, se connaissant depuis un mois, quand soudain un lapin ouvre la porte et dit à la madame que Liu Ye est arrivé. Elle leur dit ensuite de gagner du temps pendant qu'elle finit d'extraire les informations. À la ferme de nuit, le protagoniste entre, et les lapins sautillent autour. Même King Nyang pense que les vêtements sont audacieux, mais ce n'est pas pour rien, mon guerrier. Tu es à un autre niveau. Le premier lapin de son territoire sauvage approche notre garçon. D'une race animale très curieuse, elle s'accroche à notre garçon, montrant clairement de la peur. Cependant, notre garçon dit qu'il n'est pas d'humeur pour Zootopia aujourd'hui, et il arrache le bras de la féroce. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? L'a jeté au sol et lui a même dit d'expliquer où est le soi-disant dieu de la richesse qui règne sur cet endroit. Et elle répond que c'est bien puisqu'elle ne peut pas le frapper de cette façon. Elle le frappera d'une autre manière, et les têtes musclées arrivent. Ouais, protagoniste. Il aurait été préférable de prendre une fève d'abord. Bao, voici un petit gars vert qui se téléporte, donne un coup de poing, et le protagoniste disparaît. Bao, qu'est-ce que c'est que ça de? Il en a déjà frappé un, s'est téléporté le ventre en avant dans un autre, a frappé le chauve au visage. Les gars sont tous tordus tandis que le protagoniste active le nouveau coup de poing perçant et envoie tout le monde voler. Le musclé est là, confus, disant que ça n'a pas de sens, mais en une seconde, le gars a déjà sa main sur son visage et, bam, tombe au sol. Ils ont presque écrasé la grosse boule de notre garçon. Qu'est-ce que c'est que ça? Dégage d'ici, le chauve, le vieil homme. Notre protagoniste trouve ça étrange. Pourquoi la légion martiale le tractait-elle? Et Yue demande au salaud d'aider tandis que le chauve dit au salaud de se taire. C'est vrai. Le gars a dit que c'est bon, mais il va garder Chenet Naing là dans un coin. Crayon se fiche de toi, mec. Elle sirote un verre de vin calmement. Et voici l'idiot. N'est-ce pas? Il veut se faire battre par une fille sexy.
Je ne lui en veux pas. Il essaie. Elle lui tient le bras. Un regard lui dit de casser ça, et bam, l'idiot est envoyé valser. Le chef de la Légion est tout confus, tandis que Liu sourit et dit qu'il ne devrait pas la provoquer. À ce moment, King Nyang s'approche et dit que comme c'était une mission de sauvetage, il devait se dépêcher. Au même moment, les gars réalisent qu'ils ne sont pas encore prêts, tandis que la féroce leur demande de montrer les tours qu'ils ont. Cependant, soudain, elle sent quelque chose d'étrange et tombe à genoux, affaiblie. Quelqu'un avertit alors sur le communicateur que les effets de la poudre ne devraient pas durer longtemps. À cela, le protagoniste réalise qu'il y a quelque chose dans l'air, et le chauve dit que maintenant qu'ils sont défoncés, c'est facile de finir les deux. Cependant, la féroce la tire sur ses genoux, et elle, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Eh, bébé, détends-toi, je gère ça. Reste là-haut. Il l'a soulevée du sol et l'a placée là. Chargé. Coup de poing. Cependant, le chauve semble se téléporter. Lorsque le gars en chemise rouge apparaît à côté du protagoniste, il déclenche une rafale de coups de poing qui ressemble plus à un ouragan de balles. Cependant, le type a utilisé la technique de kilo avec une autre. Regarde. Il tourne autour de notre garçon. Personne ne sait d'où ils viennent. Quand soudain, les deux viennent de chaque côté, le gars essaie d'attaquer à nouveau avec un gros coup de poing au visage de notre garçon. Mais maintenant il lève le bouclier, et même l'épée du gars ne pénètre pas profondément. Ouais. Et les gars ont subi des dommages collatéraux. Ok. Les deux sont tombés. Le type est choqué, voulant savoir comment leur force physique a été détruite comme ça. Pendant ce temps, Wei dit que malgré tout leur petit spectacle, il a toujours l'avantage. La fille emballée sous vide, une belle vision, se met en colère en voyant la soi-disant barrière de la cloche dorée, et le protagoniste leur dit de remettre leur ami rapidement ou les ennuis vont devenir graves. Mais soudain, un flashback tombe au sol. Ouais. La main va à ce qui compte le plus, le jette sur ses genoux, et on se casse d'ici. Madame, le dessin était d'un flashback, mais à la fin, c'était une bombe fumigène. Ce n'est pas un manque de talent de l'artiste. C'est en fait la technique de l'ennemi. Il m'a même trompé. C'est incroyable. La fille emballée sous vide est là, voulant s'échapper au milieu du chaos, tandis que le protagoniste tient les bonnes choses, disant que c'est un piège. Qin Yang dit, espèce de bâtard, pose-moi et retire ta main de moi. Le protagoniste lui donne une autre pression. Alors, à partir d'ici, tu dis, quoi? Ah, d'accord alors. Désolé. Pose-moi. Mince. Elle dit ensuite que cet endroit sent le baume et la casse, qui sont efficaces contre les serpents, et elle a une certaine technique du cœur du serpent. C'est pourquoi ça a marché. Le protagoniste réalise que celui qui fait ça semble savoir exactement qui elle est, dans ce cas, une réincarnée. Et elle dit que tout est très étrange, et il vaut mieux demander bientôt aux personnes à l'intérieur. Pendant ce temps, ils interrogent Abeo et demandent ce que la famille Liu et la Légion Marshall manigancent. Le type dit juste qu'il n'a aucune idée de la Légion, mais la cible de la famille Liu est la femme. Le type demande pourquoi. Il dit qu'il chasse l'impératrice. Il y a un mois, ils ont été embauchés pour l'éliminer, et c'est tout. Ah, le protagoniste se souvient. N'est-ce pas? Il y a un mois, c'est quand elle a pris le Hadouken dans la voiture. À ce moment, il réalise que la cible était en fait l'Unmaok, la personne originale de ce monde. Et il veut savoir qui est le client, mais Abeo va dire qu'il ne sait rien à ce sujet. Mais tiens, prends ce dissolvant de déjeuner dans l'estomac. Pendant ce temps, le protagoniste tourne comme un avion sur la piste et dit qu'ils vont enquêter sur la famille Liu tandis que l'idiot allongé sur le sol crie à l'aide. Dehors, les deux sont déjà en train de partir, disant que cette famille Liu est célèbre. Ils pourraient finir par vouloir se venger. J'allais commenter que l'ami n'a pas encore été sauvé, mais regardez le pauvre type là-bas qui demande de l'aide, disant qu'il n'a pas encore été sauvé. Ailleurs, la serveuse dit à Shonan que la personne qu'il cherchait est arrivée. Cependant, le blond dit que la seule personne qu'il veut voir en ce moment est Kaioki jusqu'à ce que notre protagoniste se présente tout battu en l'appelant. Il fait semblant de mourir et dit, « Ami, la légion martiale est venue me tuer. Je n'ai plus beaucoup de temps. » Shonan s'approche. « Tu es sûr? Tu ne te moques pas de moi, n'est-ce pas? Tu vas mourir. N'est-ce pas? Parce que finalement, un plan doit fonctionner. Pour l'amour de Dieu, tu ferais mieux de mourir aujourd'hui. » Liu Emui l'ignore et dit juste, « La famille Liu et la légion Marshall se sont associés. Tu es le seul qui reste pour la protéger. » Shunan. À ce moment, le petit blond effrayé dit, « Quoi? La famille Liu veut s'en prendre à Shaoki? Ces salauds, ils vont mourir. » Immédiatement, il appelle les deux gardes perdus qui, je ne sais même pas ce qu'ils font là, et leur dit d'unir leurs forces pour résoudre ce problème. Il dit aussi à notre gars de conserver son énergie en attendant l'ambulance, qu'il dira à Shioki que c'est lui qui l'a sauvé. Cependant, la fille était juste là, et elle fait remarquer qu'elle n'imaginait pas qu'il avait cette façon de faire avec les autres. Pendant ce temps, on voit que Gushonen, alors qu'il s'apprêtait à partir, a été tiré par une fille potelée dans une pièce. Il lui demande comment se passe sa guérison, et elle s'assoit sur ses genoux en disant qu'elle ne se sent pas bien. Son cœur se réchauffe avec son arrivée. Pendant ce temps, il apporte aussi une liste de noms des personnes sur lesquelles il enquête.
Il s'excite à l'idée d'attraper la liste, mais elle la lui arrache des mains et dit qu'il devra l'appeler Yeon. Cette fille potelée, comme elle le dit, est un investissement dans le Bitcoin. Si tu la mets à la gym, l'évolution sera féroce. Y a-t-il de bonnes chances qu'elle te quitte après ça? Oui. Mais bon, plus maintenant. Tu seras seul une fois qu'elle sera canon. Shonan est là qui dit qu'il va l'appeler chérie, et elle l'écrase immédiatement. Après beaucoup de coups qu'il n'a pas pu supporter, le pauvre gars quitte l'hôtel en ayant l'air épuisé alors que notre protagoniste était sur le côté. Il l'attrape dans l'allée, lui fourre une petite boule dans la bouche et dit que ça va l'aider à se revitaliser. Sinon, tout effrayé, veut savoir ce que ce fou fait là s'il était censé être à l'hôpital, ce à quoi il répond que la médecine moderne est incroyable. Il s'est remis très vite. Sinon, en colère, dit qu'il se fait berner et demande à être remboursé pour l'ambulance, mais le protagoniste veut savoir s'il a découvert qui était derrière tout ça. Le blond essaie de le cacher, en disant « non ». Il n'a aucune information, mais le protagoniste connaît le type et le plaque au sol, en lui disant de tout révéler tout de suite. Et il commence à fouiller et trouve quelque chose avec des informations sous son pantalon. Oh non. En fait, ce qu'il a laissé, c'est un enregistreur quand ce type partait. Et puis il voit que la fille potelée Bitcoin a découvert que celui qui était derrière tout ça était le frère de Mayuk. En d'autres termes, le protagoniste est choqué que ce soit ce salaud de Linway. Waouh. C'était presque un retournement de situation. Pas vrai? Le type a agi gentiment. Tu sais, il a toujours été une ordure. J'ai vraiment foiré, mec. Je me suis laissé berner. Cependant, Chemin retient notre garçon, en disant que les choses ne sont pas si simples. Notre garçon, cependant, fait remarquer que ce n'est pas quelque chose dans lequel il doit s'impliquer. Mais le blond dit qu'il ne peut pas faire comme s'il ne savait rien, et le protagoniste l'ignore complètement et se précipite dehors tandis que Shaman frappe le mur, en disant qu'un jour YI s'inclinera aussi devant lui. De retour au bureau, le protagoniste est à la recherche d'informations. Il découvre que Linwang a causé une énorme perte pour l'entreprise, et c'est pourquoi il veut se débarrasser de sa sœur pour l'utiliser comme bouc émissaire. À ce moment-là, elle entre et demande pourquoi il n'a pas simplement appelé pour lui faire savoir. Elle entre toute rouge en voulant savoir ce qu'un simple mortel est en train d'enquêter. Le protagoniste trouve ça un peu étrange et demande pourquoi son visage est si rouge. À ce moment-là, elle pose sa main sur son front et dit qu'elle a une solution parfaite. Tout de suite, le protagoniste remarque son œil bizarre en forme de cœur. Elle avait été prise par l'autre personnalité. La marque Sizuk apparaît même sur son épaule. Le protagoniste en est sûr. Cependant, la féroce ne s'arrête pas. Pas vrai? Dans le fauteuil inclinable, la position est comme une chaîne. Et la bizarre dit toujours que la dernière fois qu'elle l'a testé, il était plus gentil de nulle part. Maintenant, il devient si menaçant de ne pas utiliser un autre mot tout de suite. Elle dit, genre, dur. Il est confus, voulant savoir ce que c'est que cette affaire de test. Et la féroce explique qu'elle est une arme d'âme qui est séparée du corps, en gros un autre esprit, et c'est la sorcière elle-même, Mayok, qui l'a sauvée. Dans un flashback, on voit Mayok tout comme une impératrice, pas vrai, regardant un artefact rare. Waouh. Mais elle l'a juste cassé et a dit qu'elle n'était pas intéressée par ça. Au moment où elle a brisé l'âme du chien, il n'y avait nulle part où aller, pas vrai, et elle a cherché un corps à utiliser comme vaisseau. La féroce s'est assise, a ouvert les coquilles et a commencé une énorme culture. Elle a absorbé avec ça toute la rancune que Soul portait. L'esprit maléfique a essayé de la dominer et a dit que si elle ne pouvait pas le gérer, elle devrait simplement abandonner et se rendre. Mais, évidemment, pas vrai, elle a survécu et a fini par réussir à l'utiliser comme une arme. Le protagoniste demande si porter une âme signifie aussi porter des émotions. Kini, cependant, l'ignore juste et le serre en disant qu'il devrait aller ailleurs. Puis elle montre les ingrédients et explique qu'ils servent à faire la soi-disant pilule de pureté qui va l'aider. Le protagoniste répond qu'il n'a aucune idée de comment faire ça, mais elle prend sa main et dit que c'est vraiment facile. Le protagoniste demande, « Qu'est-ce que tu fais, femme ?» Et puis sa grande main sort un seau d'alchimie de nulle part. King Nat remet le chaudron, explique qu'avec ça, il peut faire les pilules par lui-même. Tout de suite, elle leur dit de commencer le processus, et quelque temps plus tard, le protagoniste se demande si ce sera vraiment si facile. Cependant, la féroce là, à bout de souffle, dit qu'une seule ne suffit pas. Il demande si elle est épuisée, et elle dit que ça va, juste un peu fatiguée. Mais la voilà qui arrive avec ses frappes précises. De nulle part, celle qui était assise trébuche dans sa direction en demandant de l'aide. Le protagoniste, cependant, s'en fiche complètement, la met juste sur le canapé et consomme la pilule. À ce moment-là, il est enveloppé dans une étrange fumée dorée et réalise qu'il approche du niveau d'un grand maître. Maintenant avec ça, il serait enfin capable de s'occuper de Liu Wei. La scène se déplace sur Liu Wei lui-même, se disputant avec son oncle au sujet de cet investissement d'âme qu'il désapprouve. Il dit à son oncle qu'investir dans les arts martiaux est essentiel pour ne pas couler. Cependant, l'oncle lui dit de se taire et l'avertit qu'il est toujours à la tête de cette famille. À ce moment-là, la secrétaire dit qu'elle lui a apporté du thé pour se calmer. Il la remercie, prend le plateau, mais jette quelque chose de suspect sans que l'oncle ne le remarque.
Il le tend à son oncle et lui demande de bien vouloir reconsidérer les investissements. Et sur ce, il quitte la pièce, pensant évidemment que ce putain de lâche ne se soucie que de protéger le peu qu'il a. Quand ce salaud mourra, il ramènera enfin la famille Lin à la gloire. De retour dans la pièce, Sinan est là pour lui parler. Il dit alors qu'il veut faire équipe avec lui pour faire tomber Liu Wei. Cependant, l'un maintient sa façade, disant qu'il aime beaucoup le gamin Liu Wei, alors pourquoi voudrait-il le faire tomber? Mais Sinan dit juste qu'il sait tout. Il pourrait faire équipe pour se débarrasser bientôt de ce gamin. La scène revient à Zootopie, n'est-ce pas, avec les lapins désireux de travailler toute la journée. Pendant ce temps, le gars ouvre la porte et dit que lui a envahi l'endroit. Le sbire lui dit juste de le laisser entrer en louant Sinan, disant que ce plan est vraiment parfait, et voyons s'il est vraiment parfait car le protagoniste a fait irruption en donnant un coup de pied dans la porte. Il se retrouve immédiatement face à face avec le lapin et deux lampes qui arrivent vers lui. À ce moment-là, Sinan dit que l'idiot est foutu et avertit qu'ils peuvent s'échapper par un passage secret. La lampe essaie de tirer, mais son arme ressemble plus à un pistolet nerf. Le protagoniste désarme facilement deux en une seconde. Dingue. Et à ce moment-là, Sinan donne à l'un un coup dans le dos, nous trompant même. N'est-ce pas? L'un est tout tordu et demande s'il est devenu fou. Pendant qu'il attrape quelque chose et dit qu'il ne supporte pas Liu Wei, mais il ne peut pas non plus pardonner à un salaud comme lui qui veut faire du mal à Mahawk. On voit le moment où il a frappé le mur en disant qu'il tuerait YUI. Notre protagoniste lui a dit de dire ce qu'il voulait et de demander de l'aide. C'est alors qu'ils ont élaboré le plan. Maintenant, Cuchonin fracasse le visage de l'un, disant que ce salaud mérite une raclée. Dingue, mais celle emballée sous vide apparaît soudainement là avec un couteau à la main. Elle a essayé de lancer une belle attaque sur notre garçon qui a esquivé. Ouah. Mais elle a été immobilisée. Mince. Je pensais qu'elle était plus puissante. Quel est ce protagoniste? Immobilisé, mais quelle est la position de cet homme? Tu es en train de gratter la fille là? Et elle veut savoir qui il est, comment il connaît l'impératrice, mais le protagoniste prévient juste qu'il devra voir qui se cache derrière ce masque. Après l'avoir retiré, il se souvient avoir déjà vu cette femme auparavant. C'était celle qui a lancé la bombe fumigène à l'époque. Celle emballée sous vide, cependant, commence à sentir la piqûre et veut savoir combien de temps il va la maintenir dans cette position. Le protagoniste se rend compte que ce combat était différent de ce qu'il imaginait et la lâche, en s'excusant. Cependant, c'est un imbécile. N'est-ce pas? Parce que dès qu'il a lâché prise, elle a essayé de lancer un coup de pied rotatif. Cependant, à la fin, elle s'est encore fait avoir, a fini dans une position encore pire. Pendant que le protagoniste épinglait celle emballée sous vide, l'idiot, Sinan, était là dominant le gamin. Cependant, il est tellement stupide qu'il a réussi à frapper le côté, à lever le bras et à prendre un coup sur la tête. Ouah. Mais Lin Wei était tout chamboulé, se levant, disant qu'il devrait fuir vers la zone. Dans le souvenir que celle emballée sous vide veut s'échapper, notre protagoniste ne laissera pas cela arriver. Elle s'arrête alors et dit qu'il est trop curieux et qu'elle donnera une récompense pour sa victoire. Et de nulle part, elle dit qu'elle va raconter une histoire. Elle était une danseuse d'épée qui se produisait au clair de lune, une jeune femme d'une famille noble qui voulait s'enfuir avec son bien-aimé. Cependant, après l'évasion, les choses ne se sont pas passées comme prévu et un autre homme l'attendait. Dans ce cas, apparemment, le mari a été tué et elle a été capturée. L'acheteur était un faussaire sinistre qui l'a gardée emprisonnée pour qu'elle soit la danseuse au clair de lune. Elle a ensuite été forcée de devenir une épée maléfique pleine de haine et a poignardé tout le monde. Jusqu'au jour où l'un Mayok est apparu, a marché sur l'épée géante et lui a dit de rester immobile, de ne plus tuer personne. Le protagoniste a réalisé, n'est-ce pas, quelle était donc l'âme d'une épée. Et le rap dit, oui. Elle ne raconte tout cela que parce que le roi Niang semble lui faire confiance. Soudain, elle s'accroche à notre garçon et lui demande si elle peut partager ce corps de vitalité. Il est maintenant temps pour notre garçon de reculer en voulant savoir ce qu'est cette affaire. Cependant, elle dit qu'il serait parfait pour rompre une connexion. Le protagoniste, cependant, va dire qu'il pense qu'elle ne supportera pas cette connexion au sens plus spirituel quand soudain des samouraïs apparaissent là. Mais dans ce cas, celle au rap s'avance et dit que cette personne ne peut pas encore mourir. Même ainsi, l'un ordonne de dire que les deux devraient mourir alors. Dans ce cas, elle dit alors que c'est bon et avertit qu'elle va révéler son pouvoir. Soudain, l'épée commence à émerger du milieu de la poitrine tandis que le protagoniste active le coup de poing perçant de lumière et l'envoie dans la direction de tout le monde. Cependant, il est surpris. Le coup qui normalement finit tout le monde n'a eu aucun effet cette fois, et le Lin Wei épuisé avertit que les renins là-bas sont, au minimum, au niveau d'1 mètre. Les embauchés étaient extrêmement chers, mais maintenant, enfin, le salaud allait mourir. Cependant, dans ce cas, l'épée du rap arrive en volant devant les gars qui semblent être piégés dans une aura étrange. Le gars à côté de lui dit d'attaquer déjà, mais il a déjà l'épée à la main. Le gars insiste, mais, évidemment, il se fait couper. À ce moment-là, elle avait pris le contrôle de son corps et a commencé à massacrer tout le monde. Le truc dingue, c'est que celle au rap est la contrôlant tout. Je pensais qu'elle était du côté de son protagoniste, mais soudain elle vient l'attaquer et l'utiliser en état de choc,
d'autant plus qu'elle vient de vaincre de nombreux maîtres. Dans ce cas, elle envoie un barrage de coups de poing sur le salaud possédé. Cependant, le salaud se protège avec l'épée, mais le protagoniste utilise la passe de l'ombre en un clin d'œil, apparaît derrière, mais même ainsi, le type se retourne à temps et frappe la poignée de l'épée au milieu des côtes du pauvre. Mentalement, elle dit au garçon qu'il n'a pas d'issue et lui donne deux options. Soit il l'aiderait à se débarrasser de la malédiction du roi Ming, soit il serait transformé en cadavre. Elle vient porter l'attaque finale, mais le protagoniste s'approche et saisit la poignée de l'épée, disant qu'il ne choisit aucune de ces options. Cependant, en entrant en contact avec l'arme, il parvient à comprendre ce que l'épée veut vraiment et ses émotions. Ce faisant, il la retire de la main du type, disant qu'il comprend qu'elle veut juste être libre et prendre le contrôle de sa propre vie. Il utilise le pouvoir présent pour commencer à dissiper l'énergie maléfique. Le système signale qu'il a débloqué la forme de l'âme et gagné une récompense. Le protagoniste fait alors une coupure sur le dernier restant, et ce faisant, il tombe au sol en dégageant de la fumée. Le Rapwan apparaît alors à côté de lui, disant que, oui, il a gagné, mais se sent-il bien? Pour elle, essayer de modifier une âme piégée dans une épée maléfique était très naïf. Le protagoniste, cependant, se lève et dit qu'il n'a besoin de rien changer. Il a tout compris quand il a saisi la grande épée. Le truc dingue, c'est que de nulle part, la folle veut lécher le cou de notre garçon, disant que maintenant il implorera sa vie. Mais alors Kim Ying apparaît, disant qu'elle a vu qu'elle a changé son apparence mais a toujours su qui elle était. Ce faisant, le Rapwan dit qu'elle savait qu'elle finirait à nouveau entre ses mains. Et puis Kim Ying l'appelle et commence à absorber la femme. Notre protagoniste va dire de ne pas faire ça, mais soudain, waouh, tout se disperse. Le protagoniste est un peu confus, voulant savoir quel genre d'explosion nucléaire c'était, et puis Kim Ying dit que récupérer cette âme restaurerait un peu d'énergie vitale. Cependant, elle ne peut pas contrôler ce pouvoir et refuse donc d'être dominée par lui. C'est pourquoi désormais, le Vacuum Rapid One est libre de vivre comme elle le souhaite. Cependant, la Purple One prévient qu'elle ne la remerciera pas d'avoir été épargnée, mais plutôt qu'elle va tout lui prendre. Le boss lui dit d'essayer de faire ce qu'elle veut, puis la fière Swan se lève, court sur notre garçon, l'attrape et le mord. L'impératrice n'imaginait pas que c'était ce qu'elle voulait lui prendre. Et ce faisant, les deux se regardent fixement. Le protagoniste s'est laissé entraîner dans la romance. La Rapid Up One dit qu'elle comprend maintenant ce qu'elle ressent depuis si longtemps, et le boss est tout rouge là, demandant de quoi elle parle, tandis que le méchant prévient que la prochaine étape est de faire quelque chose d'un peu plus profond. Cependant, ce faisant, King Neb lance un petit coup de coude, la forçant à se venger et dit qu'elle ferait mieux de faire attention ou elle sera tuée. C'est sûr. Mais ce faisant, la Festi One dit qu'elle s'en va. Elle est impatiente de vivre comme un humain après des centaines d'années en tant qu'âme et s'éloigne en disant que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, ce sera eux qui demanderont pardon. Le protagoniste est un peu confus. Pas vrai? Mais dit que, apparemment, ils ne sont pas sortis perdants de ça, peut-être. Il veut savoir de quoi parlait cette histoire qu'elle a mentionnée concernant la synesthésie. Clairement, le boss semble un peu effrayé. Waouh! La panique des chais a déjà commencé. Elle est là, oh, ce n'était qu'un baiser. Alors pourquoi est-ce que je me sens si bizarre? Cette sournoise. Comment a-t-elle eu le courage de voler ce baiser? Quand soudain, Sinan apparaît là en tant que chef de famille, le type qui a été empoisonné et a besoin d'aide. Le protagoniste est déjà dans la pièce, mais dit que c'est un poison médiocre, tout comme les plans de Lin. Ce n'était pas difficile de s'en débarrasser. L'oncle le remercie et dit que sans le garçon, la famille Lin serait perdue. Le protagoniste expliquera que c'est Lin ou est derrière tout ça, et le patron dit que ce salaud mérite tout ce qui lui arrive de mauvais. Ce gamin était ambitieux, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il essaie de l'empoisonner. Il pensait cette fois pouvoir le retenir avec l'aide des Romains, mais qui imaginerait qu'il ait même acheté ces types? Keming est d'accord, disant qu'il est dommage d'utiliser les guerriers comme ça dans ses affaires. En effet, il a franchi la ligne, et le protagoniste sait déjà que si ces types l'ont attaqué là, ils doivent être infiltrés dans d'autres parties de la famille et de la société. Quelqu'un dans une autre maison remercie le maître, disant que c'est grâce à son aide que la famille se relève. Cependant, il ferait mieux de ne pas les décevoir. Le type avec la coupure sur le visage dit qu'il a prêté les gardes pour Linway et que tout ira bien. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Le boss, cependant, dit qu'il doit jeter un coup d'œil à ce qui se passe et active un pentagramme là, un hexagramme. Le matin, notre protagoniste et le boss quittent la maison Lin. Il dit alors que ce titre qu'elle a d'impératrice cruelle ne correspond pas tout à fait. C'était une fille très gentille, et c'est pourquoi il veut savoir. Pas vrai? Pourquoi dans le passé a-t-elle pris l'âme de cette femme? Sans oublier qu'il a aussi vu dans le souvenir qu'elle n'utilisait pas cette épée maléfique. Ce que Mihawk raconte, c'est qu'il serait dommage de dépendre d'un artefact comme celui-là. Le protagoniste dit que c'est vraiment ce qu'il attendait de sa réponse. Et ce faisant, il commente aussi qu'elle parle toujours de ce soi-disant royaume. Alors Rajina veut visiter personnellement cet endroit. Étrangement, son cœur s'emballe là, et elle est un peu confuse quant à la raison. Elle pense que c'est cette femme qui affecte ses sentiments qui agit d'une manière ou d'une autre. Et ce faisant,
elle dit au revoir à notre garçon, disant qu'elle va enquêter. Le protagoniste est un peu perdu. Pendant ce temps, Ling est tout gâché dans une ruelle. Soudain, elle voit notre protagoniste et de nulle part essaie de lancer un coup de poing. Il se contente de s'écarter et elle tombe comme une idiote. Il veut savoir ce que fait la fille de la famille Wang là dans un tel accident. Soudain, elle se réveille dans la pièce en criant déramant. Elle veut savoir ce qu'elle fait là parce qu'elle était juste poursuivie par eux dans la ville. Le protagoniste, cependant, lui a dit d'arrêter de trouver des excuses, surtout depuis qu'elle l'a attaqué de nulle part. Pendant ce temps, la pauvre fille s'est à peine réveillée et se fait aussi battre par chaud. Attends, fille. Pas besoin de frapper les femmes comme ça. L'impact a été si fort qu'il a même déclenché un flashback de la mémoire pour la fille qui se souvient de tout. Elle interrogeait un renin et l'interrogeait sur les bases et les plans, lorsqu'un sort d'analyse inverse est apparu pour extraire des informations de ce type. Elle essaie d'activer la technique du point pour casser ça, mais le résultat est évident. De retour dans la pièce, elle dit que le renin a disparu et qu'elle a essayé de le suivre. Le protagoniste réalise que la famille Wang enquête aussi sur ces types, mais pour l'instant, il décide de faire comme s'il ne savait rien. À ce moment, Wang apparaît en disant qu'il a déjà envoyé chercher les manuels qu'il a demandés. Le protagoniste se sent un peu mal à l'aise de voir la femme féroce se relever toute débraillée. Et Choutu le remarque et dit que s'il veut, elle a des photos encore mieux. Il se sent un peu confus, voulant savoir quel genre d'offre bizarre c'est. Puis il se tourne vers Maître Wang qui dit qu'il va lui donner Ling, mais pas comme deuxième option. Elle devra être sa femme principale. Cependant, le protagoniste ignore complètement cela et murmure quelque chose à l'oreille du vieil homme, qui dit soudainement à Choutu d'aller préparer du thé tout de suite. Il demande ensuite de quoi il s'agit avec le point flamboyant. Le protagoniste regardant Ling dit qu'il ne sait pas exactement comment, mais il peut percevoir le flux d'énergie. Le système explique que depuis qu'il a augmenté de niveau, sa conscience a aussi augmenté. Il dit ensuite à Ling que la fermentation du maître est causée par la façon dont le point crée des dommages cachés. Le maître est surpris que le garçon ait découvert le problème avec la technique, mais dit à notre gars qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse abandonner le point flamboyant à cause de cette famille. Mais je suppose qu'il a raison. C'est une technique dangereuse qu'ils évitent même de transmettre à qui que ce soit. Le protagoniste dit que peut-être que Xiao Tu ne devrait pas apprendre ça du tout. Cependant, le chef insiste, disant que ce serait lâche, et d'ailleurs, Xiao Tu elle-même ne serait pas d'accord. Le protagoniste dit alors que la seule option est peut-être d'améliorer la compétence. Les deux semblent effrayés et disent que ce n'est pas qu'ils ne font pas confiance au garçon. N'est-ce pas? Mais essayer de faire évoluer la technique légendaire comme ça ne serait pas si facile. Eh bien, à ce moment-là, le gigantesque Choutu. Je ne m'y suis toujours pas habitué. Chaque fois que je la vois, je me dis, je pense que l'artiste s'est un peu emporté. N'est-ce pas? Elle arrive là emportant un peu de thé avec un regard curieux. Le maître dit alors qu'il va montrer quelque chose à Liu et demande s'il peut vraiment aider. À ce moment-là, une pierre rouge géante apparaît, et il demande ce que c'est. Le maître explique que c'est la pierre d'approbation du maréchal, qui en théorie détecte le potentiel de l'artiste. Fondamentalement, seuls ceux qui dépassent une certaine quantité de puissance peuvent apprendre le point flamboyant. Quand le maître la touche, ils se retrouvent tous les deux dans un endroit bleu, et le vieil homme explique que c'est sa mère spirituelle, qui est vaste comme l'océan. Ling la touche aussi, et ça montre que sa vague s'étend sur plus de 1000 miles. Quand tout la touche, ils disent que son talent s'étend encore plus que celui de Ling. Elle dit alors à notre garçon d'essayer. Cependant, quand il la touche, rien ne semble se passer. Jusqu'à ce que soudain, en levant les yeux, il semble être dans une sorte de galaxie. Le vieil homme sait que c'est le soi-disant océan d'étoiles. Même Choutu est choqué, voulant savoir comment cela n'a aucun sens. On peut appeler ça un océan si c'est dans le ciel. À ce moment-là, elle réalise que la différence entre eux est déjà gigantesque. Qu'est-ce que c'est, ma fille? Elle écrase Ling, disant que cela n'a aucun sens du tout. Le protagoniste, ayant choqué les trois, gagne même un prix là-bas et s'assoit. Pendant ce temps, le vieil homme vient apporter la technique du point flamboyant, disant qu'il accepte maintenant son aide. Cependant, c'était une technique essentielle de la famille et ne pouvait être divulguée à personne. Le protagoniste hoche la tête et dit que c'est bon. On dirait même que tu vas le transmettre à quelqu'un. Puis il ferme le livre et dit que c'est tout. Il comprend déjà la technique et peut voir des améliorations. Il active le point flamboyant, montrant que c'était vraiment une technique axée sur l'éveil de toute l'énergie vitale. Le problème, c'est qu'il y a une chose qui cause des dommages au méridien quand il est invoqué, et le vieil homme lui dit que non seulement ça, mais que pratiquer le point flamboyant affectait aussi son esprit. Même quand il ne voulait pas utiliser l'attaque, il y avait une sorte de voix qui le forçait à le faire. Les filles pensent que le vieil homme devient sérieux. Cependant, à ce moment-là, le protagoniste leur dit déjà de regarder. Le secret était de libérer l'énergie négative dans l'autre main. Alors que dans une main, il a un coup de poing flamboyant, dans l'autre, la soi-disant énergie inverse s'écoule. Choutu pense que la technique a trop changé alors que le vieil homme dit qu'il comprend, mais maîtriser le contrôle de deux énergies comme ça serait très difficile. Cependant, il voit que Choutu était déjà en train de le gérer,
et elle fait déjà l'éloge de notre garçon, disant qu'elle a vraiment senti que la technique était beaucoup plus puissante. À ce moment-là, Ling, cependant, demande au vieil homme ce que, selon lui, les gens qui infiltrent la ville recherchent. Il dit que probablement ce qui se passe au lac Lingzhou attire beaucoup d'attention. Cependant, il est trop vieux et n'a pas le temps de s'inquiéter de telles choses. Ling dit au vieil homme d'arrêter de faire semblant. Elle sait qu'il va faire quelque chose. Il dit qu'il n'y a aucun moyen de cacher quoi que ce soit comme ça. Il devra agir. Avant de voir cette technique de Liu Yui, il avait abandonné, mais maintenant qu'il peut à nouveau pratiquer le point flamboyant, il devra agir. Pendant ce temps, à Emerald Peak, le protagoniste jette des choses dans les arbres, le soi-disant type de modiste qui a accéléré la croissance des plantes. Dernièrement, parce que sa perception a augmenté, il peut remarquer ce qui se passe autour de lui sans même regarder. Il décide de s'allonger là et de sentir l'énergie, mais soudain, il se redresse en sursaut, se sentant comme si quelqu'un se baignait dans un lac. Au son des bijoux qui tintent, ce doit être une fille. Le voyou pense qu'il est très dangereux de laisser une fille seule dans la forêt. Il va devoir aller jeter un coup d'œil. Quand il arrive, il y a une fille rougissante avec une nageoire dans l'eau. Il s'approche, pensant qu'elle se noie, mais si la sirène se noie, c'est fini. Alors le monde se termine. Voici le voyou. Il plonge pour la sauver, mais il voit alors un sourire carnassier sur son visage. Elle dit ensuite qu'il n'aurait pas dû sauter, et le protagoniste veut savoir où sont les mains de la fille. Waouh! Cette fille est une vraie vipère. Elle n'a ni bras ni jambes, juste des boules circulaires au milieu de son torse. Pas vrai? Et elle dit qu'elle sera gentille et le tuera avant de le manger. Le protagoniste est confus, réalisant qu'il est venu ici pour faire une bonne action, mais elle le trahit. Alors que la fille dit que s'il était tombé entre les mains d'un autre, il aurait beaucoup plus souffert. Elle est là à le serrer, en disant « Waouh !» Comme il est résistant, mais elle aime ça avec beaucoup de vigueur. Elle se rapproche, lui disant d'arrêter de résister autant. Le protagoniste, Afri lui-même, active le point de flamme et brûle la queue de la canaille. Avec sa queue brûlante, elle saute dans l'eau, voulant savoir ce que ce salaud a fait, alors qu'il dit qu'il y en a encore à venir. Cependant, soudain, elle a l'air effrayée, et un dragon géant émerge derrière le protagoniste. La fille serpent est sur le point de fuir, mais le dragon la déchire en deux, qu'elle gâchit tout le design de la fille. Soudain, la bête apparaît sur le dos du protagoniste et le fixe. Le protagoniste a peur du pouvoir que le monstre émane, quand Kangan attrape son bras et leur dit de courir tous les deux. Apparemment, nous sommes de retour dans la forêt, et elle est toute mouillée, disant à notre garçon qu'ils ont eu de la chance que ce monstre ne veuille pas entrer dans la forêt. Elle veut se sécher sur son support, mais ça ne marche plus. Là-dedans, elle explique qu'elle essayait de cultiver les herbes, mais la bête démoniaque a tout détruit. Le protagoniste est en colère, disant que ce salaud était tout à lui. Waouh! Puis il chie sur Xiang, qui dit au revoir à ses fans avec un sourire. C'était l'arme du démon? Je pense que c'est ça. La fille a soudainement décidé de devenir une streameuse. Elle dit au revoir à ses fans, disant qu'elle les reverra un autre jour, tandis que l'impératrice est là, voulant savoir ce qu'elle comprend du monstre du lac éthéré. La canaille s'assoit là toute tordue, disant qu'elle a dit qu'elle m'en dirait la prochaine fois. Maintenant, elle est là à demander de l'aide. Là-dedans, King Ming dit que c'est bon, alors elle va juste absorber son âme à nouveau et chercher quelqu'un d'autre. Juste à ce moment-là, Xiang propose un échange d'informations et dit que le démon est blessé et en convalescence. Le protagoniste, cependant, dit que cette créature est extrêmement puissante. Il était difficile pour cela de coexister avec les humains. Ce qu'il ne comprend pas, c'est comment l'impératrice savait que Xiang aurait cette information. Elle lui dit alors que juste avant de se retrouver dans ce monde, elle avait déjà perdu le contact avec l'arme. Yue comprend alors, n'est-ce pas, que l'arme que Xiang avait est arrivée dans le monde avant l'impératrice. Et elle félicite notre garçon en disant que, oui, elle vit là depuis plus d'1 an. Probablement, au moment où elle a quitté Qingnang, le flux du temps pour qu'elle atteigne cet endroit était différent. Le protagoniste a maintenant compris. Pas vrai? Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider avec ça. Là-dedans, il y aura une grosse morsure sur les boules tandis que Sinon se rend compte que le maître, tout comme elle, a été trompé.